Quand je pèse mes mots, mais quand je te dis que j'allais faire la meilleure salle de France, j'allais faire la meilleure salle de France. Ça a été un game changer. T'es arrivé à un point où t'étais à ça de surfer sur une vague. De ouf. Ah, c'est le coup d'arrêt complet. Non, franchement, ça descend aux enfers. Pouvoir ouvrir en scred, les faux certificats. Ouais. Moi, j'ai pris des amendes. J'ai pris des amendes parce que je suis resté ouvert et que j'ai pas voulu fermer. Ouais. Les flics sont venus. Et ils te posent des questions détournées. Et comme à la CIA, quoi. C'est un mec du FBI qui vient de faire ça. Tu te fous de ma gueule. Non, sérieux. Hein. Aurel, ça dit quoi? L'épaule va mieux. L'épaule va mieux, c'est vrai. Ça va. Faut expliquer. Explique pourquoi l'épaule va mieux. Vas-y, dis. J'ai eu la très très bonne idée de te suivre sur un de tes trainings vendredi. On est mercredi, alors on mercredi, ouais. Vendredi soir, samedi, gros, je te jure, hein, impossible de lever le bras. Impossible de dépasser là la parallèle. Mais gros, t'es fragile ou je suis un sauvage? T'es un sauvage. De toute façon, les gens qui me connaissent un peu, qui vont regarder, ils savent très bien que je m'entraîne jamais déjà de base comme ça. Hyper contrôlé, hyper sécure, que des mouvements guidés maintenant depuis des années pour l'hypertrophie. Donc plus du tout l'habitude. Compète il y a 2 semaines. Ouais. Donc t'étais un peu dénutri, un petit peu fragile, ouais. Mais gros, impossible. Et l'épaule que je me suis pété l'année dernière surtout, tu vois. Donc, mais tu sais que j'ai senti dans ton message un peu de rancœur, tu vois. Ah non, contre toi jamais. Et en plus, j'ai voulu te mettre un petit disclaimer. C'est vrai? Te sens pas visé, gros, j'assume. Non, parce que tu m'as dit, tu m'as envoyé une photo pour que les gens ils sachent. Tu m'as envoyé une photo et tu m'as dit, putain, gros, gros l'épaule, elle est. L'épaule, elle est out, tu vois. Ouais, l'épaule, elle est out. Et je pensais vraiment qu'elle était, je te jure, gros, impossible de bouger. Je me suis dit, bah, il y a vraiment quelque chose, tu vois. Ouais. Vraiment, ça, décharge électrique. Ouais. Et dans la nuit de samedi à dimanche, absolument plus rien. Donc. Après, on sait qu'une blessure, quand elle est réelle, tu la ressens pendant l'effort, tu vois. Ouais, là, rien pendant toute la journée. Je suis allé travailler toute la journée. Je suis revenu au Bidous le soir, j'avais un coaching. Je t'ai dit drama queen. Putain, je suis rentré PLS. Et dimanche, rien. J'ai refait une séance d'eau aujourd'hui. Donc, on est 5 jours après notre training. Écoute, RAS, je suis quand même y allé un peu plus mollo, puis j'ai fait que mes mouvements à moi, tu vois. Ouais. Donc, RAS, donc je suis très content. Demain, on va voir en poussant, mais voilà, en tout cas, on s'en refait une bientôt, j'espère. On s'en refait une bientôt. Je pense que c'est moi la prochaine déjà. Je vais prendre sur une séance jambes. Donc les gars, c'est lui qui va l'idée la prochaine séance. Là, on a fait une séance sauce primale, sauce Vince. Ah ouais, une grosse sauce. Et tu m'as mis dans la sauce. Non, mais c'était pas voulu en plus, tu vois. Non, franchement, c'était top. Je me suis régalé. Mais sur le coup, c'était trop bien. On s'est régalé de ouf. Ouais, on a bien kiffé. Et puis j'ai pas aucune douleur pendant le moment et tout. Ouais. Non, juste plus habitué, tu vois. La seule inquiétude, c'était que, vu que c'est l'épaule que je me suis complètement disloqué l'année dernière, mais putain, si d'un coup j'ai plus rien, c'est que peut-être qu'elle s'était subluxation et que ça moi, je pensais plus à une inflammation, mais bon, enfin. J'espère, je pense que c'est plus une inflammation, tu vois. Je me suis fait un peu d'électrostimulation aussi dessus, exprès, de l'antidouleur pour voir. Écoute, dimanche, rien, c'est là, reparti. On touche du bois. Touche du bois, plus rien. Ok. Donc ça va. Donc je disais, donc Aurel, on va attaquer sa présentation, mais c'est lui qui va l'idée la séance et ça sera une séance bodybuilding. Et peut-être qu'on la documentera sur YouTube, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, avec plaisir. Voilà. Donc Aurélien, écoute, déjà, je suis honoré de t'avoir. Bah écoute, tout le plaisir et tout l'honneur est pour moi pour ces. Bah écoute, t'ouvres le bal de la saison 3 de Ça dit quoi, du coup? C'est pour ça, c'est cool. Donc podcast que je fais un petit redit pour les gens qui arrivent, tu vois. Donc podcast que j'avais créé en 2021 en France, du coup. Il y a eu 15 épisodes. Il y a eu un bel engouement et ça me manquait vraiment, vraiment, tu vois. T'as arrêté quand T'as fait 2021? J'ai arrêté en fait 3-4 mois avant de partir, avant de changer de projet, de revendre ma salle et tout. Et j'avais l'impression que c'était le projet de ma vie au moment où je le faisais, si tu veux. Ça fait longtemps que ça me tenait à cœur de partager des expériences avec des gens, tu vois, comme toi, comme tous ceux que j'ai fait, des gens que je considère intéressants avec des parcours inspirants. C'est un peu ça la jeunesse du podcast. Et je me suis dit, putain, faut le refaire, quoi. Tu vois. Et bon, quand je suis arrivé à Dubaï, je me suis dit, waouh, non, tant pis. Déjà, faut t'acclimater. Sachant qu'avant, j'étais même à Moscou, donc c'était encore plus. Voilà. Non, mais c'était surtout qui j'interview, parce que bon, créer un podcast, tu vois. Et puis après, petit à petit, je me suis dit, ok, je vais faire des zooms, comme je vais faire, il y en aura pas mal du coup cette saison. Et là, les derniers jours, je checkais pour acheter du matos, ce que j'ai fait. Et j'ai eu la bonne idée de checker s'il y avait des studios de podcast à Dubaï après avoir acheté le matos, tu vois. Donc j'ai acheté du matos pour rien, mais bon, c'est pas grave. Et le premier que j'ai visité, c'est celui-là. Ouais.
Et que perso j'ai déjà vu, comme je te disais. Voilà, donc, qu'on a déjà vu que certains Français. Qui est éprouvé, très bonne qualité et tout, franchement. Et j'ai eu le crush en rentrant, je me suis dit waouh, j'aime bien les lumières, c'est lourd, tu vois, le matos, ça tue. C'est de partout, là, vous voyez pas, vous autour, mais. Ouais, non, c'est incroyable. Il y a un tech qui est là tout le temps et tout, non, franchement, c'est stylé. Ouais, vraiment. Et voilà, et du coup, je suis grave excité de reprendre. Ce que t'aimes finalement. Ouais, ce que j'aime, parce que je pense que comme moi, ça fait 20 ans que t'es dans un domaine, à savoir la muscu. Bon, là, il se trouve que le premier invité, c'est quelqu'un qui a trait encore à la muscu. Mais bon, l'idée, c'est de diversifier les invités, d'avoir des gens avec des parcours inspirants, plus que des gens qui poussent de la fonte, bien sûr. parce que c'est vraiment réducteur. Et du coup, je suis super excité d'attaquer. Je suis super content de le faire avec toi. Comme je te l'avais dit, j'avais regardé ton podcast avec Biomécanique, que j'avais beaucoup apprécié. Donc Aurélien Sixou, c'est ça, je prononce correctement. Putain, bravo. Écoute, quand même, ça va, je sais pas. J'ai que du Sixous, du Sissous. Non, ça tombe sous le sens pour moi. Ah bah bravo, voilà. Aka, la maison de la masse. Exactement. Et pour la petite anecdote, quand je suis arrivé l'année dernière à Dubaï en octobre, j'ai reçu plein de DM quand les gens ont vu que j'étais à Binous, de ma communauté, qui m'ont dit ah, mais il faut que tu te connectes avec un mec qui s'appelle Aurélien, la maison de la... Et c'est vrai que ça revenait très souvent. Et je me souviens d'un jour, tu te souviens comment on s'est rencontrés? On était dans la dernière salle. C'était dans la dernière salle et t'étais tout seul à ton incliné en PLS, et je t'ai dit, si t'as envie de pousser un peu et que t'as besoin d'assistance, n'hésite pas, tu vois. Franchement, les gars, la muscu pour faire des connexions, non mais c'est incroyable en vrai. Moi, toutes mes connexions principales, surtout en France, quand tu passes ta vie dans une salle de muscu, tu les fais dans une salle de muscu. Et le coup de la parade, bon, si j'avais été une meuf, t'aurais utilisé ça pour me pécho, quoi. Écoute, je crois que t'étais peut-être même torse nu, c'est peut-être ça qui m'a poussé. Pas torse nu, c'est un gros mytho. Franchement, ça fait 1 an que je suis à Binous, je me suis mis 2 fois torse nu. Pour les photos des vestiaires. Pour les photos. Parce que ça fait pas très longtemps que je peux assumer d'être torse nu à Binous. Donc voilà. Donc on s'est rencontrés comme ça. Ouais, en gros, c'est ça. Connexion de Frenchy expat. Ouais, voilà. Et du coup, écoute, j'aimerais bien que tu expliques un petit peu aux gens. Dans un premier temps, pas pourquoi tu es à Dubaï, ça on va venir dans un second temps. Plus un petit peu ton parcours perso, bien sûr. Quel âge tu as, et puis un petit peu ton parcours de vie au global, on va dire. Ok, ça marche. Bon écoute, moi c'est Aurélien Sixou, tu l'as très bien prononcé, très rare. 32 ans, du coup, le temps passe, putain, j'ai l'impression d'avoir... Je te mets 4 ans quand même, hein. Ouais. Incroyable. Mais j'ai pas la progéniture qui va, donc du coup ça va, tu vois. Je reste encore dans... Donc dans les faits, je t'en mets facile le double. Exactement, voilà, le parallèle. Comme je t'ai dit, mon petit s'est levé à 5h ce matin, c'est chaud. Ouais, mais bon, voilà. Mais un jour, j'aurai ton âge aussi. C'est le plus beau truc du monde. Ouais, putain, m'en parle pas. Et du coup, 32 ans, coach sportif. Ouais. J'aime bien commencer par ça, c'est comme ça que je me définis. T'es originaire du sud de la France, hein? Ouais, voilà, originaire du sud de la France. T'as pas l'accent, c'est... Non, franchement, ça va. Alors, je suis né à Paris, descendu très tôt avec les parents. J'avais 2 ans, donc je suis vraiment pas parisien, à part que je suis né à Paris. La Ciotat, ceux qui connaissent. La Ciotat. Ensuite, j'ai migré vers Nîmes, donc toujours le sud-est. J'ai rebougé un petit peu sur la Côte d'Azur à La Ciotat encore quand j'avais 16, 17, 18 ans. Après, je suis revenu sur Nîmes jusqu'à mes 24 ans du coup. Mes 24 ans, donc début de vie professionnelle sur Nîmes aussi. Et après, j'ai bougé donc du coup sur Dax, dans le sud-ouest, en l'occurrence, pour l'achat de mon premier club, mon premier business. Puis après, je suis resté dans le sud-ouest, Biscarrosse, bassin d'Arcachon. Okay. Et après, j'ai atterri ici. Donc voilà pour le côté géographique. D'accord. Voilà. Et du coup, oui, les gens ils te connaissent donc vraiment sous le pseudo de la Maison de la Masse. Ouais, c'est parce que j'avais pas d'Instagram avant en fait, donc j'étais pas. Et c'est donc le nom de la première salle que tu as créée? Non, pas du tout. Ça c'était le nom de mon home gym, donc de la dernière. D'accord. Voilà. Ok. Bon, pour refaire un peu dans l'ordre chronologique, donc moi je suis coach sportif depuis 2012. Ouais. T'as quoi comme diplôme? PPGEPS AG2F, mention D uniquement, donc uniquement musculation. Uniquement muscu. Ouais, à l'époque, t'avais quand même une petite différenciation quand même. Allez vous faire enculer les cours co. Ouais, de ouf, mais tu pouvais choisir, t'avais le luxe de pouvoir choisir. Tu veux te spécialiser dans la muscu, tu peux. Aujourd'hui, moi, entre 2 coachs qui viennent me demander quelle est la meilleure façon de trouver du boulot, j'y fais des 2 mentions directes. Le marché est tellement concurrentiel aujourd'hui, il faut que tu aies toutes les cordes à ton arc, tu vois. Donc muscu, 2013, premier poste à Fitness Park, tu vois, coach sportif mais juste salarié.
Juste plateau, quoi. Ouais, plateau. T'étais même pas coach sportif. Hein. À l'époque, c'était animateur de salle. T'avais même pas le droit de coacher. T'avais pas le droit de coacher du tout. J'étais là pour ranger les poids. Hein. Travailler 7 jours sur 7 en salarié. Décharger les barres à 200 soulevé de terre des mecs qui rangeaient pas. Et mes horaires, c'était 18-23 heures. À l'époque, putain, premier taf de merde. Travailler 7 jours sur 7 en salarié. Donc illégal. Je me suis retourné au bout de 4 mois. J'ai dit, peut-être un problème. C'est bizarre que je travaille pour 1 200 €. Hein. Donc ceux qui passent par là en ce moment, vous. Après. Faut bien commencer quelque part. Il faut commencer, voilà. Moi, je crache pas dessus. Ça m'a permis pas être un coach à 20K par mois. Non, pas du tout. Voilà. Surtout pas à l'époque. C'était 2012, je parle de ça. Ouais, 2012-2013, ma session BPGEPS. 2013, Fitness Park. Je fais 6 mois. Tout ça se termine en mauvais termes parce que le mec, au bout d'un moment, j'avais gueulé pour faire 7 jours sur 7. Enfin bref, mauvais terme de ouf. Du coup, je me commence à me mettre à mon compte en coach indépendant, tu vois, 2013. Après, j'enchaîne un petit peu, travail à droite à gauche, un peu de coaching privé, un peu de coaching dans les salles. J'aime bien les sports de combat, je faisais un petit peu de boxe, donc je faisais des cours de fitbox, tu sais, dans des salles un peu, pour mixer un petit peu de type body combat, les trucs un peu les Smiths. Comme ça, voilà, sans chorégraphie, les Smiths ou autre, juste moi, des combos et compagnie, tu vois. Et donc, je fais ça, j'enchaîne. Après, je reprends un poste un peu salarié pour avoir une envie d'acheter IMO, donc auto-entrepreneur encore plus en 2014, je parle de ça 2014, c'était impossible. Tu avoir une banque, c'est compliqué, quoi. Impossible, même pour prendre un appart en location, c'était compliqué. Donc, obligé de reprendre un petit taf en salarié. J'essaie. Premier taf, ok, ça se passe à Amazonia, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Run-Up maintenant, c'est surtout du sud de la France. Il y en a à Dijon aussi, mais... Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Ça a été racheté, après c'était Amazonia avant, ça a rejoint un groupe qui s'appelait Run-Up, et donc peut-être que maintenant ils en ont un petit peu dans toute la France, tu vois. Ou truc où t'as pas d'alter, tu vois. Que machine. Voilà, que machine, et le travail c'est du mailing, du phoning, et t'es juste là pour faire des abonnements, encore une fois très très loin d'être coach sportif. Je me fais débaucher de Keep Cool pour être là, responsable de ça, là, en ayant les premiers salariés sous moi. Ça paye un peu plus? Non, même pas. Amazonia, non, 1003. CDI par contre, tu vois, c'est tout ce que je voulais parce que j'avais quand même du coaching encore à côté. Je travaillais en boîte de nuit, donc vraiment je travaillais 7 jours sur 7, coach sportif la journée. J'étais en boîte de nuit le soir, j'étais serveur, tu vois. D'accord. Ouais, moi, charbon à fond, tu vois, vraiment 7 jours sur 7, jour et nuit je travaillais. Comme ça, pas parce que t'es un mec de la night, juste parce que fallait trouver un taf la nuit et que... J'étais un peu un mec de la night quand même, un petit peu, tu vois. Ma mère, elle a eu des bars et compagnie, tu vois, donc j'étais quand même baigné depuis mes premières fois en boîte, j'avais 13 ans, tu vois, donc aussi c'est quand même un petit peu un mec de la night. Donc quelques connexions, mais surtout un bosseur et envie de gagner de l'argent. Et tu vois, tu fais une nuit, tu fais 100 €, plus une journée où tu as fait 150 €. Putain, t'es royal à 22, 23 ans. C'est magnifique, ouais. Moi, c'était comme ça, je commençais à faire des bonnes payes, tu vois, des bonnes payes, mais sans sécurité derrière, genre CDI et compagnie. Donc bon, je prends un petit CDI, je me fais démarcher par Keep Cool. Pour être donc responsable de salle. Promesse d'embauche de ouf, directement manager de club avec plusieurs salariés, je crois 2 ou 3 sous moi. Finalement, le jour J, non, pendant 2 mois, le temps que le préavis de l'ancien manager part, tu vas juste faire des horaires, comme ils m'ont remis quand même Fitness Park jusqu'à 22 h à faire le ménage, compagnie, tu vois. Semaine, 2 semaines, 3 semaines, je dis, c'est pas ce qui était prévu, tu vois. Bref, ça le fait pas, on se prend la tête, et je me retrouve licencié, du coup, de ce Keep Cool. Et donc, Amazonia, que j'avais trouvé en CDI, je pars parce que je me fais débaucher de Keep Cool. Licenciement, je me retrouve une main devant, une main derrière. J'avais lâché un petit peu tous les chantiers que j'avais aussi derrière. La boîte aussi, parce que j'avais une madame aussi à l'époque et on se voit pas, tu sais, quand je travaille 7 jours sur 7. Voilà. La nuit, le jour, c'est compliqué. Donc je me suis retrouvé à avoir vraiment tout lâché et garder uniquement ce CDI-là à Keep Cool, tu vois, avec le poste de manager. Donc là, on était plus sur du 2000 € déjà par mois pour un CDI, c'était bien. Et je me suis retrouvé vraiment une main devant, une main derrière en 2015. Plus de taf. Plus aucun client, et tu sais que dans ce métier, quand tu es indépendant, va retrouver des clients en coaching et tout, quand tu disparais du paysage, c'est compliqué. Il faut exister ou alors on t'oublie vite. Hein. Voilà. 2 postes, 2 expériences en salariat. Amazonia, même si c'est moi qui suis parti, je ne me voyais pas toute ma vie faire du phoning, du mailing pour décrocher du client. C'est pas du tout pourquoi j'avais fait un diplôme. Je me dis, c'est pas possible le salariat en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me mets en tête donc à 24 ans à cette époque-là, en 2015, je vais ouvrir ma salle de sport, tu vois. Et donc, c'est de là qu'a démarré ma vraie expérience entrepreneuriale, parce qu'auto-entrepreneur, t'es entrepreneur, mais ça n'a rien à voir. Pour moi, je mets vraiment ces 2 steps différents. Et donc, à partir de là, je me dis, vas-y, maintenant c'est bon, c'est pour moi, c'est à mon compte. Donc, 2015. 2015, ouais. Et donc, je me mets en tête d'ouvrir ma propre salle de sport. Et donc, ce soit combien en d'argent rachat, de côté à ce zéro argent de côté. Zéro. Absolument zéro.
Pas d'économie. Pas d'économie, rien du tout. Pas d'économie, rien du tout. Je convainc mon ex-compagne de l'époque qui avait un héritage de est-ce que tu veux me prêter un petit peu d'argent pour me lancer. La pauvre, t'as extorqué ton ex quoi. Attends, l'histoire est très très belle. Un truc sombre. Mon père qui croit pas une seconde en moi, aujourd'hui je t'embrasse papa si tu regardes ce podcast, à l'époque me dit tu vas te planter, ça sert à rien, prête pas 1 euro. Ouais. Donc on devait demander à papy aussi. Papy 80 balais, tu vois, mais bon, qui me prête 15 000 euros aussi à l'époque. Mon ex 30 000 de mémoire, je vais compter après, mais... Et je m'en vais avec mon petit... T'as 45 000. Ouais, en gros, un truc comme ça, je crois une enveloppe à 40-45 000, des dettes endettées du coup, parce que pas de banque, parce qu'aucune banque veut te prêter quand t'es... Même avec les 45, tu t'es pas dit je vais à la banque et... Après, mais au début bien sûr, je vais voir ma première banque où je suis, je dis voilà, bon, bah, j'ai ce projet, et, rien pour toi, tu pars d'auto-entrepreneur, pas d'expérience, pas rien, enfin bref, donc rien du tout, donc je me démerde à demander, mais ça fait aussi pour moi partie d'un bon entrepreneur, c'est savoir convaincre les gens d'investir sur toi, tu vois, Donc j'arrive à faire ça, et je m'en vais pour ouvrir ma première salle, tu vois, donc là plusieurs options. J'ouvre une salle de zéro donc par moi-même, ou alors j'ouvre une salle, je rejoins un réseau de franchise en gros et j'ouvre ma salle. Et donc première touche, parce que les réseaux de franchise c'est souvent sur candidature, tu vois. Je regarde qu'est-ce qui colle avec mon budget, sachant qu'en auto-entrepreneur à l'époque je travaillais aussi pour une franchise qui s'appelle Vita Liberté. Moi, je connais. Il y en a un peu dans toute la France, voilà. Donc c'est des très petits clubs, très petit budget, c'est des clubs de centre-ville, à petite surface et tout. Ça collait bien avec mon profil. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas ouvrir un Vita Liberté, tu vois, il y en avait que un sur Nîmes. Et moi, très nomade, enfin géographiquement parlant, je m'en tapais de devoir taper de la route pour aller travailler, tu vois. Et je l'ai fait, on y viendra après. Et donc je me dis, bah, je vais ouvrir un Vita Liberté, j'envoie un dossier de candidature complet, voilà, moi, tac, mon projet c'est ça, voilà, il manquerait des salles là, est-ce que ça vous dit, etc. Je suis accepté pour ouvrir un Vita Liberté, donc du coup, mais moi je te dis 35 ou 40 000, c'était leur rapport minimum en fait pour accepter le dossier qui après t'emmène à la banque. Je crois que c'était un billet à 200-250 un Vita Liberté à l'époque, tu vois. Wow. C'est pas énorme, non? Bah, c'est ça, hein, pour un truc de 200-300 mètres carrés, tout le matos inclus, travaux et tout. En vrai, c'est pas. Pour une franchise, il n'y a rien. Ouais, mais c'est pas une franchise, c'est pas Fitness Park, tu vois, enfin, dans mon esprit en tout cas. Bien sûr, mais sauf qu'un Fitness Park, c'est 750 à 1 million d'euros. Donc on est très loin, tu vois ce que je veux dire. Donc avec mes moyens, mes petits 30 ou 40 000 euros d'apport, le seul ticket d'entrée qui me permet de rentrer dans une franchise, c'était une Vita Liberté à l'époque. Hein. On parle de ça encore une fois en 2015. Et donc je suis accepté, je rencontre les fondateurs, commence à démarcher à enclencher toutes les démarches. Les fondateurs directement, en fait, pas des commerciaux Non, c'est que dossier de candidature, t'es accepté et puis après t'es invité à rencontrer c'était 2 je crois de mémoire, à Marseille c'était. Et donc je rencontre le fondateur, bref ça se fait et tout, on commence à visiter les locaux, tu vois, je commence à visiter les locaux, c'était sur le nord de Montpellier qui était prévu ce premier club. Et en parallèle je continue quand même les recherches, tu vois, mais pourquoi je reprendrais pas peut-être un club en faillite, tu vois, à trouver quelque chose dans le sud géographiquement ok, mais en fait fallait pas dépasser le nord qui est situé à Lyon, tu vois. Le nord. Ça fait déjà de la route, hein, quand tu parles de Nîmes. Mais non, mais je bougerais, je bougerais après, tu vois, je déménageais, mais je veux dire, je voulais pas quitter non plus le sud et Lyon, c'est le nord. Lyon, c'est le nord. Au-dessus de Lyon. Désolé s'il y en a au-dessus, mais non, donc Lyon. Donc tout le sud-ouest, tout le sud-est, et donc là je pars. En parallèle, toujours de visiter un peu les locaux, Vita Liberté, etc., de commencer à regarder les clubs qui sont en vente, Le Bon Coin, tu vois, directement, et commencer à aller visiter des clubs. Lyon, Dessines-Chaprieux, Marseille, j'ai fait Toulon, je crois que j'ai fait Aix, et dont un club qui était sur Dax, donc le plus loin, donc parce qu'encore si c'était sur le sud-est, Nîmes, Toulon, et tout ça va, tu vois, là c'était Dax, c'était quand même 6 heures de route, 600 km, tu rentres pas tous les week-ends, quoi, tu vois. Clairement. Donc on bougeait direct et puis en fait tout s'est aligné en fait pour que je reprenne ce premier club qui était donc à Dax, 800 mètres carrés à 1000 mètres carrés avec une grosse réserve. Donc Vita Liberté? Non, pas du tout. Un club complet en fait qui était en faillite et qui était à vendre sur Le Bon Coin, tu vois, en gros, tu vois. Un club à 80 000 euros, tu vois, 80 000 euros prix affiché. C'est beau, non? Ouais, c'était pas mal. C'était quoi le matos? C'était il y avait que du vieux matos de genre des années 30. Des trucs un peu fait maison. Il y avait vraiment des mecs qui ferraillent un peu et tout. Je vois. Ancien cardio Johnson avant Matrix, vieux truc, et quelques machines Impulse. Impulse, il y a peut-être qui connaissent un petit peu. Voilà, quelques matos Impulse.
Et pourquoi il y a du matos Impulse? Parce que le propriétaire de ce club-là, c'était le revendeur France de Impulse. Tu vois. C'est chinois, donc pas le fondateur, mais le revendeur France de Impulse, tu vois. Que je connaissais, parce que ce gars avait aussi 3 clubs sur Nîmes. Tu vois, vraiment, tout s'est aligné. Je connaissais le gars, le club, donc 800 mètres carrés, donc un potentiel de ouf. Je suis rentré là-dedans, je me suis dit, putain, c'est ouf. Appartement de fonction, très important ça, appartement de fonction. Pour éviter les frais au départ quand tu te lances, c'est quelque chose. Ça a été un game changer et une accélération de ce que j'ai pu faire après. C'était d'avoir vraiment l'appartement de fonction. Vieux système, donc il y a quasiment personne en prélèvement, ça paye encore là. C'était ouvert de 9h à 21h. Voilà, vraiment un club à l'ancienne. Mais aucune concurrence, quasiment aucune concurrence. 800 mètres carrés, potentiel de ouf. Putain, ça sent bon. Ça sent l'oseille, bon. Quoi. Ouais. C'est celui-là. Donc là, se démarre création du dossier. Et là, je vais voir les banques. Donc avec mon petit apport, voilà, le club, il coûte tant. J'ai envie de mettre quand même tant de matos pour pouvoir... si le club, il est en faillite, c'est pas pour rien. Donc tant de matos pour pouvoir quand même redémarrer une activité. T'avais la moitié de l'enveloppe déjà, exactement. Du coup. J'avais quasiment la moitié. Hormis le rajout de matos, j'avais quasiment la moitié. Et donc là, pareil, dossier hyper bien ficelé, bâton de pèlerin, et va voir les banques. 1 refus, 2 refus, 3 refus, 4 refus. Et je t'enchaîne les refus bancaires en fait. Quelle raison ? On ne croit pas en votre projet aujourd'hui. Trop jeune, trop jeune, on ne croit pas en votre projet. L'avenir aujourd'hui, c'est que les franchises. Carrément des banques qui ne prête pas aux salles de sport. Enfin bref, j'ai eu tout. Je l'ai entendu ça aussi. Bah oui, moi j'ai tout eu, tu vois, dans la gueule. Et donc là, je prends mes baloches, je les pose et j'appelle le vendeur. Ça a dû faciliter de le connaître aussi, tu vois, et que lui, il était quand même, à mon avis, avec ce club bien pris à la gorge, pas pour rien qu'il le vendait, tu vois. Lui aussi, il habitait déjà à Nîmes, donc il était à 600 km de ce club-là, en perdition totale. Et je lui dis, écoute, voilà, personne ne veut me prêter, on se fait un crédit vendeur. Je te donne mon apport, je te donne à toi, et on se met un échéancier, je te paye tous les mois. Écoute, si tu crois dans ton club, si tu crois que ce que je peux faire... Je vois pas pourquoi tu... Après, t'arrives en plus avec 40 balles, tu vois, t'arrives pas avec... Ouais, c'était 35 à lui, 35 je lui donnais, c'était 35 plus 1005 par mois jusqu'à arriver à 80 000, tu vois. Et il accepte, un peu parce que, encore je te dis, à mon avis, pris à la gorge, moi un peu bien convaincant, le dossier était bon quand même, il avait aussi quand même confiance. Derrière, je lui ai racheté beaucoup de matos aussi, donc tu vois, il était gagnant dans les deux cas, tu vois. Et donc voilà comment je me suis retrouvé avec mon premier club sur Dax, du coup, en 2015. Entre le moment du coup où tu te mets d'accord avec lui et le moment où tu réouvres pour les premiers adhérents, il se passe combien de temps ? Quand même rapide, hein, 2-3 mois. 2 mois, un truc comme ça. T'as refait des travaux ? Même pas, je suis arrivé, j'ai repris en l'état. Le vestiaire, c'était clean, tout rien, était... non, le club, il avait, c'était le Xème propriétaire. Très souvent, les anciens comme ça, pour les clubs que j'ai fait un peu dans toute la France, c'est des mecs, du coup, à l'ancienne avec... vachement à cheval sur la propreté, sur l'entretien. Alors lui, non. Le bâtiment était vieux bâtiment. En salle de sport, ça faisait, je crois que c'est 75, une connerie comme ça, la première ouverture de cette salle de sport tu vois, dans ce bâtiment-là. Donc même s'il y a eu quelques améliorations, non, tout était vieillot. C'était les vestiaires, les douches collectives des mecs, tu vois, avec du carrelage bleu horrible. C'était horrible. Mais t'as pas refait, tu t'es dit... Pas les moyens, vu que personne me prête, en fait, j'ai plus les moyens. Mon apport, je lui ai donné, et je dois rentrer vite des abonnements parce que j'ai mes mensualités qui tombent. Donc 0 argent pour commencer à aménager la salle. Donc j'y vais vraiment, moi, à toute ma bonne volonté. Avec aucune trésor de côté ? Rien, 0. Et tes frais mensuels, ils s'élèvent à combien au moment où tu commences ? Je saurais plus dire. Mon ex de l'époque, du coup, qui m'avait prêté une partie de l'apport avec mon grand-père, est dans une niche où quand même elle trouve du taf très facilement, donc elle arrive à trouver un CDI très facilement. On vit sur son salaire toute la première année, tu vois. Donc déjà, grand merci elle, avec le recul. Bon, elle le sait et tout, hein, de toute façon, mais... Je te finirai l'histoire, tu verras que l'histoire est belle. Et donc moi, aucun revenu perso, on vit à 2 sur son salaire, appartement de fonction, mais pareil, l'appartement de fonction, c'est un truc délabré, t'as les rats qui courent, t'as des araignées partout, il fait froid, voilà, vraiment, tu serres les dents, tu vois. Que du présentiel. Et du coup, que du présentiel, mais c'est comme ça que j'ai commencé à amener ma patte, c'est que c'était ouvert à 9h, 21h, quand je suis arrivé, moi directement, non, c'est que je me levais à 5h50, et pour aller ouvrir la porte à 6h, et jusqu'à 23h, je venais la fermer, tu vois, éteindre les lumières et fermer la porte.
Mais entre le moment où tu te levais et le moment où tu éteignais, t'étais pas dans la salle. Ah si, j'étais dans la salle H24. J'étais dans la salle H24. Et tu faisais quoi? Tu conseillais? Tu faisais des programmes? Ouais, c'est ça. J'ai commencé à remettre des trucs un petit peu d'actualité. Donc directement, j'ai mis en place des prélèvements mensuels. J'ai revu les abonnements. J'ai donc fait du 7 jours sur 7, donc 5h, 23h. Ou 6h, 23h, c'était les premières horaires, tu vois, mais où j'y allais manuellement. Pour matcher sur les franchises, j'imagine. Ben voilà, c'est l'avenir. C'est là où ce qu'ils ont amené, c'est le fitness low cost, mais ouvert tout le temps. Aujourd'hui, on peut plus s'en passer. Aujourd'hui, on te dit, quand je vois encore les Basic Fit qui sont à 9h, 22h et 9h, 16h le week-end. Non, avec l'accueil, c'est ça. Non, maintenant, même sur certains clubs, c'est fermé à 16h le week-end, tu vois. Wow. C'est bizarre quand même, tu vois. Chaud, Tu dis comment tu fais pour t'en passer. Rien qu'en implémentant ça, en ayant un vrai coach diplômé toujours à l'accueil, le patron à l'accueil, parce que lui, il n'y était pas. C'était un salarié qui était. C'est comme la restauration, les gens, ils veulent voir le taulier en vrai. Ça, les gens, c'est vrai ça. Les gens, quand des fois t'es salarié, ils se font mal parler à la gueule alors qu'ils ont rien demandé, et dès que toi t'arrives, ça. Oh bonjour, vous allez bien? Putain, ça, les gens, je sais pas. Il y a la hiérarchie comme ça, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que quand le boss est là, c'est autre chose. Passe mieux, les ventes d'abonnements, quand c'est le boss ou quand c'est pas le boss, ça n'a rien à voir. Alors que je fais rien de plus qu'un très bon commercial. Tu vois, alors je suis très bon commercial aussi, mais je pense déjà que t'es bon commercial. Et puis tu le vends différemment. Moi c'est exactement. Toi, tu te représentes vraiment ce que va représenter un abonnement de plus dans bien ta sûr. trésor, dans ta caisse. Complètement. Puis les gens ils sentent quand t'es passionné. Moi mes salles c'est mes bébés. Ce qui m'arrive, ça me déchirait. Tu vois, on y viendra après. On va y venir après. Mais moi j'ai pas d'enfants, c'était mes enfants, tu vois. Donc au bout de combien de temps tu génères un peu d'oseille avec ça va très très vite. J'arrive déjà à payer mes charges. Bon, finalement, je me rends compte que le club il valait pas 80 000, mais ça je le saurai après. Tu vois que finalement. Tu t'es fait douiller? Ouais, un petit peu de 20-30 000 facile, tu vois. Ah wow. Ouais, facile. Wow, une belle douille, hein. Ouais, bah un des deux était le comptable de la société, un des deux patrons. Enfin bref, donc avec le recul, regarde où je suis, ce que j'ai réussi à faire après. Donc, bien sûr, c'est pas grave. C'est partie du jeu. Écoute, c'est pas grave, c'est les affaires, on apprend, tu vois. Ça fait partie du parcours. Mais quand même très très vite, au bout de 6 mois, ça commence à aller. Le club commence à être rentable. Je peux commencer à racheter des machines. Et donc tous les 6 mois, j'investis. Toujours sans te payer? Ah non, la première année, 0. Donc je réinvestis en fait. L'avantage d'avoir l'appartement de fonction, de vivre à 2 sur le salaire de madame de l'époque, ça a été à chaque euro était réinvesti dans la salle, tu vois, pour que ça se développe le plus vite possible. Et donc je crois tous les 3 mois, je crois que je lançais une commande de 10 machines, tu vois. Et quoi, 4-5 000 balles pièce? Non, beaucoup moins chinois, donc c'était du 2000. Très bon chinois, Impulse, c'est une très bonne marque, franchement. Et donc je refais au fur et à mesure le parc comme ça de musculation, je vire les vieilles machines. Je commence à refaire un petit peu des travaux aussi, tu vois, casser un truc, mettre le sol après, et puis au fil du temps, tu vois, donc j'ai gardé ce club 5 ans, tu vois. Tu vois les photos avant après, ça a plus rien à voir, tu vois. Côté de ça, il y a les cours collectifs aussi. Moi, c'est quoi le chiffre d'affaires 200 000. Au fil des années 200 000, on est passé de, je crois que ça valait 50 à peu près quand j'ai repris, et 5 ans plus tard, 200, tu vois. Avec seulement toi dedans, hein? Ouais, tout seul. Jusqu'au bout? Ouais, dans ma société, tout seul. Ouais, donc c'est pas mal. Après, j'avais des salariés et des auto-entrepreneurs, tu vois. Mais t'avais des salariés? Après, ouais. Ah oui, voilà, d'accord. Quand j'ai repris, j'avais 2 salariés. Le premier qui est parti tout de suite, le deuxième que j'ai gardé un petit peu et qu'après j'ai licencié aussi. Puis après, j'avais que des auto-entrepreneurs pendant un moment. Après, j'ai re-embauché 2 personnes, je crois, jusqu'au Covid. Après, tu vois, mais beaucoup le système d'auto-entrepreneurs, franchement, c'est un luxe de ouf. Tout le monde est gagnant dans l'histoire, mais c'est à la limite de la légalité, tu sais, parce que si tu fais auto-entrepreneur que dans un club, t'as pas le droit, il te casser les couilles, tu vois. Mais bon, donc 5 ans? Ouais, 5 ans sur ce club-là. Et après, au parallèle, j'en ai ouvert d'autres au milieu, quoi. D'accord. Qui ont fonctionné? Ouais, tout de suite. Je te dis, au bout de 6 mois, ça a commencé à bien marcher. C'était quoi le nom de tes salles? Le premier s'appelait Planet Fitness. Planet Fitness. Et après, ça s'appelait le Gym. Le Gym, quand je suis parti. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais, c'était pas mal. Et donc, du coup, au bout de 6 mois, donc, le club tourne, ça y est, ça tourne et tout. Au bout d'un an, ça y est, c'est rentable, etc. Je me dis, putain, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, vraiment la fibre entrepreneuriale. Ah, t'étais déjà dans... Je m'ennuie, quoi. Ouais, de ouf. Là, tu te payais combien à peu près sur tous tes clubs? 1000 balles, je crois. 1000 balles. Hein, sur tous les clubs? Non, sur le premier, juste sur le premier. D'accord. Premier. Mais pareil, pas grand-chose, et du coup, tu réinvestis. Et donc, du coup, je me dis, putain, vas-y, là, je vais en faire mais création complète cette fois. Et donc, je commence à regarder un petit peu... le zone géographique, où est-ce qu'il manquerait des clubs, où est-ce que je pourrais faire un club, et là boum, Biscarrosse, je tombe sur Biscarrosse, et donc la création complète, donc complètement nouvelle aventure, rien à voir avec ce que de reprendre un club avec déjà des clients, là tu pars, tu
Je les avais déjà posés une première fois, je les repose vraiment parce que tu te dis, la banque commence à me faire confiance et donc m'accorde un petit crédit pour ouvrir ce deuxième club. Et carton plein, 2 semaines d'ouverture, rentable sur ce deuxième club. Incroyable. 2 semaines. Tu t'es dit, je vais être le papa du fitness un peu, non? En vrai, ouf. Tu te le dis, je pense, à ce point-là, 6 non? mois après, boum, rebanque, recrédit pour un troisième. Et en fait, ça remarche pareil, cartonne. Ouais, bah après, ça marche. Ouais, ça marche. Puis voilà. Direct. Trop cool. Là, tu t'es dit, je suis le nouveau Gigafit, quoi. Bah, franchement, j'ai été coupé dans mon élan, donc tout ça, je te parle, 2015, j'ai attaqué, donc 2017, j'ai ouvert le deuxième, 2019, j'ai ouvert le troisième. En gros, et du coup, on va jumper un petit peu. Vas-y, ouais, je suis bavard. Parce que non, mais c'est très bien, mais parce que du coup, ce qui t'a mis un coup d'arrêt, c'est le Covid. Hein, ouais, c'est complètement, ça, bien sûr. De ce que je sais. C'est ça. Et parce que moi, à ce moment-là, j'avais aussi ma salle, donc j'imagine un peu ce que t'as vécu avec les... Après, moi, je me souviens avoir touché Toi aussi, tu touchais, je pense, les 10 000 balles mensuelles. Moi, j'ai été très mal conseillé par mon comptable. Et en fait, toutes mes 3 clubs commerciaux étaient enregistrés sur une seule et même société. Ok. Donc, et la douille du gouvernement, ça a été de donner une seule aide par société. Donc, en fait, moi, sur 3 clubs, j'avais entre 40 et 50 000 euros de charges mensuelles sur les 3 clubs. Je touchais 10 000. Tu fais vite le calcul. Hein. Impossible. Sachant que ma politique d'expansion elle avait été telle que la trésor était à 0. Chaque euro était réinvesti depuis 5 ans. Bon, impossible, tu vois. Donc, obligé de continuer à prélever les gens. 1 mois, 2 mois, le premier confinement, ça va. Mais le deuxième confinement, en gros, 9 mois de... Les gens, on sait en plus que les prélèvements, c'est toujours source de... Moi, je sais combien de fois j'ai eu des... Voilà, donc là, c'était compliqué, mais je pars en vacances une semaine, est-ce qu'on peut bloquer le mois de juillet? Les mecs... Et alors que là, pendant le Covid, quand c'était fermé, c'était compliqué, tu vois. 1 mois, 2 mois, ça va, ils soutiennent, encore heureux, parce que je communiquais tout le temps, je montrais les vrais faits, tu vois. Parce que tout ce qu'ils te disaient à la télé, tu sais très bien que c'est pas... Parce que ça, tu documentais à l'époque sur les réseaux, à fond, surtout sur les Facebook, un peu après sur le deuxième confinement sur mon Insta, parce que j'avais créé mon Insta à ce moment-là. Mais surtout sur tous les réseaux de mes clubs, complètement public. Voilà, il se passe ça. Donc tu mettais quoi, les courriers, les... Ouais, tout. T'expliquais tout, quoi. Exactement. Et les gens ils disaient quoi? T'inquiète Aurel, ça va le faire. Non, mais c'est pas vrai. À la télé, on nous a dit que vous touchiez des aides, donc arrêtez de faire les miséreux. Les gens, tu te mettais 40 balles dans la poche. Pour les gens, c'était ça. Pour les gens, c'était ça, ouais. Surtout au deuxième confinement, quand j'ai ouvert mon home gym après. Concours de circonstances de ouf, tu vois. Regarde qu'est-ce que tu fais. Alors là, en gros, tu as pris notre oseille pendant tout le Covid, en gros, tu l'as mis à gauche. Les gens, ils ne savent pas séparer le pro et le perso. Tant que tu n'as pas été à ton compte, tant que tu n'as pas été... Exactement, tant que tu n'as pas été à ton compte, tu ne peux pas savoir tu le pro, peux même pas le discuter perso. En réalité avec des gens, voilà. Personne morale, personne physique. Voilà, c'est tellement abstrait quand tu n'es pas dedans. Incroyable. La TVA sur les abonnements, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Rien. C'est vrai. Donc du coup, ce coup d'arrêt, ça a été... Donc Covid, tu survis combien de temps, on va dire? Covid, je survis jusqu'à ce que je parte, jusqu'aux réouvertures en fait. D'accord. Je sais d'avance que je vais partir, etc. Je commence à mettre mes clubs en vente. Donc deuxième confinement. Deuxième confinement, on est 2021 déjà. Mars 2021. Ouais, par là. Hein. Moi, je suis arrivé ici en septembre, pour te donner un ordre d'idée. Ouais, donc t'as fait de mars à fin de l'été 2021. Ouais, je savais que j'allais vendre, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai complètement vrillé. Et tu vends à combien, du coup? Alors, j'ai de la chance. Ça se dit pas? Si, bien sûr. Alors, mon premier club... Non, mais je pense que là où c'est intéressant et inspirant notre podcast, c'est pour montrer aux gens que l'entrepreneuriat, c'est loin d'être une ligne droite. Donc, première opération, donc je décide au bout de 5 ans du coup de vendre mon premier club. Donc le club que j'ai racheté en faillite, que j'ai fait cartonner, et je décide de le revendre. Avant le Covid, avant le premier confinement, tu vois, je décide parce que besoin de cet argent-là pour continuer l'expansion et faire vraiment... Je pèse mes mots quand je te dis que j'allais faire la meilleure salle de France, et j'allais faire la meilleure salle de France sur Bordeaux. Vraiment, j'allais faire un truc de ouf. Il n'y a pas un gars, je me souviens sur les réseaux, sa salle, toutes les machines étaient rouges. C'était un gars dans le sud, un body, un mec... Ça te parle pas, ça? Non, ça me parle pas du tout. Et je sais qu'il y a une époque, tous les influenceurs, on va dire, allez là-bas dans cette salle. Je crois même si Mua, elle s'entraînait là-bas à une époque. Ça me parle pas du tout. Salle sur deux étages. Ça me parle pas. Non, ça te parle pas? Dans le sud, rouge, non, ça me parle pas du tout. D'accord. Et à l'époque, je me souviens, je voyais sur YouTube un peu, tu vois, des gens qui disaient... Putain, faudrait retrouver. Si un gars qui avait un peu d'abonnés, hein. C'était un mec connu un peu sur les réseaux. Body, un mec, mec chargé, enfin, tu vois, la totale, quoi. Mais, si tu retrouves, tu l'enverras. Ouais, je te dirais. Mais là, comme ça, je t'avoue, ça me dit rien du tout.
Donc bref, donc je décide de revendre ce premier club-là, après avoir donc... ça m'a permis d'ouvrir mes autres clubs, donc de m'être bien nourri sur la bête en plus d'ouvrir mes autres clubs. Et donc en plus, je l'ai acheté 80 et donc prix de vente au moment, au chiffre d'affaires, et je faisais 200 000 sur ce club, tu vois. Exceptionnel, tu vois. Pour un loyer à 1800 € par mois de loyer. C'est ça qu'il faut remettre dans un contexte. Incroyable. Là, les chiffres sont pas impressionnants, mais en fait, les chiffres, il faut toujours les remettre dans un contexte. Ils le sont. Moi, j'étais à 1300 de loyer et j'étais à des années-lumière de faire tu vois, donc, 200 000 de chiffres sur 1008 de loyer. Mec, c'était incroyable. C'était mes salles, c'était ça à chaque fois. Tu vois. Deuxième salle Biscarrosse, 2200 de loyer, 200 000 de chiffres aussi. Donc t'étais pas loin du million de chiffres cumulés. Ouais, j'étais un demi-million à l'arrivée de la troisième, qui a eu que 1 an d'existence avant au premier bilan, avant que le Covid arrive. Du coup, j'étais à 2,4. J'allais monter au moins. La troisième salle était beaucoup plus grosse, donc ça aurait fait plus de chiffres. Mais sur les deux premières, 400 000 de chiffres déjà, 200, tu vois. Donc la première, prix de vente négocié 200 000. Je trouve un acheteur. Qui est l'acheteur? Mon ex, donc, qui m'avait prêté l'argent pour racheter ce club. T'es sérieux? Je te jure. Donc, c'était remis avec on refait sa vie, etc. Bref. Et en fait, reconversion professionnelle, elle était partie du monde du sport et tout. D'ici là, tu vois, en 5 ans, il s'en passe des choses. T'es plus ensemble et tout. Et elle a dit, bah putain, finalement, pourquoi pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que l'histoire est belle, tu vois. Pour te mettre la mort, non? Elle a fait ça, c'est une vengeance ou... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous étiez en bon terme Super bon terme, en fait. En cours d'échange, elle a vu que je vendais le club et elle m'a appelé. Elle m'a dit, écoute, on serait potentiellement intéressé avec mon copain. T'as pas eu un petit coup d'ego de te dire... Bah franchement, non, pas du tout. J'avais acheté le club 80 000, je le revends 200 000 5 ans après. Et entre-temps, elle posait les 200. Ouais. Elle posait les 200. Je sais même pas s'il y avait un crédit, je me rappelle plus. D'accord. Mais en gros, je trouve mon acheteur. Ça fait premier confinement tombe. Ouais. On maintient la vente parce que on a eu qu'un mois et demi de fermeture, je trouve, 2 mois et demi, je sais plus. Pas de perte d'adhérents. C'est l'avantage des clubs vraiment familiaux, provinciaux. Premier confinement, il n'y a pas eu de perte d'adhérents chez moi. C'est les gens tellement proches des gens que les gens ils comprennent, tu vois, à part quelques relous. Oh, tu peux me couper mon abonnement pour un mois, tu vois, ils comprennent pas, tu vois. Je t'ai dit, pour même 2 semaines, ils te demandent ça, les gens. 90% des gens sont restés adhérents, donc pas de perte. Donc on réouvre et on signe la vente au juillet après le premier confinement. Donc on pensait que nous c'était fini, etc. Tu vois. La vente se fait, j'encaisse mes premiers 200 000. Et avec ça, du coup, t'avais de la dette à ce moment-là à solder quelque part, des trucs encore? Bon, j'avais mes crédits, mais j'avais toujours ma société sur ce club-là. Non, j'avais absolument plus rien. Donc tu prends 200 000. Là, c'est pour moi, ouais. Et faut savoir qu'en France, quand t'as exploité une société pendant 5 ans, tu la revends sans plus-value en plus. Donc là, je prends vraiment 200 net d'impôts. Net d'impôts avant de me les prendre pour moi, net d'impôts dans les caisses de ma société, tu vois, dans la boîte. Enfin, c'est des détails après, mais non, mais c'est des détails. Non, parce que les gens, du coup, ils se disent, attends, le virement, il arrive sur son compte perso. Non, ça serait bien. Sur mon compte perso, t'enlèves 60 000, je crois à peu près, une connerie comme. Non, plus. T'enlèves 30 et quelques, non, 35. Ouais, moi j'étais en SARL, ouais, donc t'enlèves un paquet sur 200 000, ça faisait 60 000 qui se tombaient, je crois, un truc comme ça, tu vois. Enfin bref. Mais du coup, avec ça, je me fais mon fameux home gym, la maison de la masse, et c'est comme ça que les gens commençaient à me connaître, tu vois. Donc avant ça, t'avais mes 3 clubs. Non, mais sur les réseaux, rien. T'existais pas. Enfin, tu t'en pétais, quoi. Rien du tout. J'avais mon compte perso, les potes. C'était quelques séances. Et les comptes Insta, j'imagine des salles de sport aussi à l'époque? Ouais, voilà, mais vite fait, encore une fois, vite fait. Compte Insta Facebook encore à l'époque, beaucoup. Ouais, c'était un peu la fin déjà de Facebook. Franchement, en 2015, 2016, 2017, non, ça marche Facebook à fond. Non, tu me parles du Covid là. Oui, jusqu'au Covid, mais j'avais pas d'Insta, j'avais mis un Insta pour les salles, mais pas plus. Je partageais ce que je partageais sur Facebook, tu vois. Je n'utilisais pas du tout. Et du coup, tu te dis, ok, le Covid, ils sont en train de me niquer ma race et je peux plus aller à la salle, je peux plus m'entraîner. Je me fais ma salle. Comment ça se fait? Je vais me faire une salle. Exactement. Avec la l'argent. Plus-value, avec l'argent exactement. Que t'as fait. Je me dis, vas-y, je me fais le kiff d'une vie, c'est ça ou une Porsche. Je préfère largement une salle, tu vois. Du coup, pour ceux qui sont un petit peu qui connaissent un petit peu l'entrepreneuriat, donc de l'argent sur ton compte de société, tu t'en es versé un petit bout en salaire pour te faire à titre perso ta salle, quoi. Ok. Voilà. Donc la maison de la masse, tu te dis le Covid ça va peut-être durer, on ne sait pas comment. Ça va peut-être durer et du coup je l'avais mis d'ailleurs sur les posts Insta, c'est une pierre de coups, je me fais ma salle de rêve à moi pour pouvoir m'entraîner tout le temps
et je me crée aussi un outil de travail, tu vois, en pensant, si demain tout s'écroule, qu'est-ce que je fais, moi, tu vois, alors que je suis toujours coach à côté, donc je pourrais toujours reprendre le coaching. Mes clients, je pourrais toujours reprendre le coaching, développer du filming, des trucs peut-être. Développer du contenu. Il y avait des très gros projets qui arrivaient. Tu vois la hype qu'il y a eu autour du truc. J'ai explosé, moi. Je parle. J'ai ta salle sous le nez là. C'est vrai que c'est 350 mètres carrés. Ouais, c'est ça. 40 machines. À peu près, ouais. Un espace posing. Je suis sur le site là, la maisondelamasse.fr. Ouais, j'ai gardé le site exprès. Qui veulent aller voir. Mais c'était avant tout, du coup. Épuré, tout donc. Le sol. Le sol, le proprio m'avait mis un vernis, une résine en fait, une résine peinte. Moi à l'étage j'avais mis des petites dalles pour les haltères, tu vois. Et je vois c'est quoi, la bagnole blanche? Ah ouais, parce que du coup c'était mon home gym. C'est quoi comme voiture? A45 AMG. Je suis très voiture. On voit que les 200K ils ont pas servi qu'à l'achat du matos. Non, crédit. Et putain, mec, on va pas parler de ça, mais quelle histoire ça aussi. Je suis un chat noir, gros. Je suis un chat noir. Bref. Et stylé en tout cas, franchement. Ouais, le rêve d'une vie, une garçonnière parfaite. Biomécanique sur le mur. Puis mon coin bureau, 70 mètres carrés, le coin cinéma, le rétroprojecteur, le baby-foot qu'on m'a offert pour mes 30 ans, mes amis. Enfin bref. C'est chouette. Et mon appartement, du coup, en bas, j'avais réhabilité le bas du local, l'espace bureau, donc qui était isolé, climatisé. Et j'avais créé une cuisine, une salle de bain. Et le reste de la pièce de 40 mètres carrés, donc il n'y avait même pas de vestiaire là, par exemple? Non, c'était un vrai home gym. C'était vraiment. J'habitais là à l'année. Ok. C'est chouette ça. Ah, c'était le rêve d'une vie. Donc ça t'a coûté combien, tu dis? 70, si on compte tout, travaux et tout, 70, ouais. 50 de matos et puis 20 de conneries, travaux. Et donc, puisqu'aujourd'hui, du coup, t'es à Dubaï. Ouais. Donc ça, tu le crées en... novembre rentrée 2020. Novembre 2020. Ok, donc quasi 2022. Non, 2020, du coup, novembre 2020. Avant le deuxième confinement, ou à l'annonce du deuxième confinement. D'accord, ok. Timing... incroyable. Et qu'est-ce qui fait que t'en es là? Qu'est-ce qui fait que ça n'existe plus? Donc je démarre ce projet-là de home gym, etc. Mon arrivée sur les réseaux, tu vois, j'ai pris 5000 abonnés, comme je suis aujourd'hui, finalement j'ai plus bougé depuis, tu vois. Ouais, mais ça m'a étonné, mais on en parlera peut-être après, mais c'est vrai que je crois que t'as remis ton feed, t'as réouvert tes publics. Ouais, un petit peu, mais tout ce que j'avais avant... Quand on s'est rencontrés, moi c'est vrai que quand j'avais plus rien. On se donne les comptes et tout, je me suis dit ça m'a saoulé. Ils communiquent pas, quoi. Non. Je pense que je vais pas rester indéfiniment, moi, sur les réseaux. Mais... C'est vrai? Ouais. D'accord. On verra, on en reparlera. Ça dépend de ton business. Après, pour le business que tu développes à l'heure actuelle, j'ai envie de penser qu'il faut y être. Mais je sais, mais c'est pas plus moins peut-être en tant que trop perso, tu vois. Ouais, ok. Plus trop de valeur ajoutée, mais en gros j'avais ouvert cet Instagram là et je postais pas tous les jours, mais pas mal sur YouTube aussi, non? J'ai vu. J'ai commencé après sur YouTube. La vidéo a percé d'ailleurs du home gym à 50 000 €, forcément ça a percé, tu vois. Mais je commençais l'Insta comme ça, je postais en fait les machines qui allaient arriver dans la salle et je faisais suivre en fait au fil du temps jusqu'à l'ouverture de mon home gym à moi, tu vois, perso. Je faisais après des reviews des machines, mais j'étais un des premiers à avoir un bel squat, un pendulum, un gros hack, une presse bilatérale, même si ça existait déjà, ça n'existait pas en fait, d'avoir ça. Déjà un home gym de cette taille-là, home gym qui en l'occurrence qui était plus gros que ma salle, qui était une salle commerciale, sûr, quoi, tu vois. Ouais, je sais, Bon, après, moi, j'avais pas une grosse salle, mais. Non, mais je sais, j'en suis bien conscient. C'était un kiff d'une vie, franchement, c'était le kiff d'une vie. Et du coup, pourquoi ça n'existe plus? Donc du coup, j'ai ouvert ça et l'idée s'est créée pendant le premier confinement ou après le premier confinement, parce que tu sais, le temps de commander les machines et tout, le cheminement se fait, donc on parle de ça, c'était après le premier confinement, avant le deuxième, et je reçois tout vraiment en novembre au deuxième confinement, je reçois toutes mes machines et tout, tu vois, vraiment. Et donc ce deuxième confinement, qui a été interminable, qui a duré 8-9 mois, on ne voyait plus la fin, tu vois, c'était incroyable. Mais c'était avant ça, tu vois, moi j'avais aucune envie de partir, bouger, on a passé le premier confinement, on a perdu 2 mois de chiffres, mais c'est pas grave, tu t'en relèves et tu continues ton chemin, tu vois. Et en fait, non, moi, c'était le dégoût généralisé, tu vois. Le dégoût, enfin, je dormais plus la nuit, je pris 15 kilos. Le dégoût de quoi? Le dégoût de la situation sanitaire, de la manière dont c'est géré en France à l'époque. Comment c'était géré en France. Alors, franchement, je pense que c'était quasiment pareil dans tous les autres pays, j'en sais rien, tu vois. Je pense pas qu'on soit les pires, tu vois. Il y avait comme tu dis, certes, quand tu avais une société, tu pouvais toucher 10K et tout, enfin bref. Mais comment tout, en fait, tout à la gestion de le dégoût total, les gens, comment ils te parlent, en fait, tu vois le vrai visage des gens, le vrai visage des gens quand tu leur demandes 30 € par mois. Des cas, une transaction financière, ça révèle des caractères. Incroyable. Hein. C'est vrai, ça. Incroyable. C'était incroyable. Et là,
Je le vois, même mes anciens proprios qui sur un club, qui étaient super adorables et tout avec moi. Putain, dès que ça commence à bégayer, les mecs, t'es la pire mère du monde alors que dès que t'as rien fait. Quoi, t'as arriéré de loyer parce que t'as le couteau sous la gorge. Ouais, c'était un truc de fou. Et donc, mes 200 000 que j'avais vendus, donc certes, je me suis fait mon kiff, etc. Il restait quand même beaucoup d'argent à côté. Bah, ça a servi à payer en fait à chaque fois, tu vois. Et à payer les charges vu que j'avais... Donc tu colmatais les brèches avec le... C'est ça, sauf qu'au bout d'un moment, il y a plus. Le PGE, 50 000, mais qui dit PGE, dit remboursement derrière. Le PGE, je me souviens plus de ça. Ouais, non, mais gros, c'était... Et du coup, tu t'en vois pas la fin, en fait. On n'en voyait pas la fin. Et leur putain de discours de... Allez, dans les 2 semaines, on rouvre, 2 semaines, on rouvre, 9 mois plus tard. Et en fait, je me suis retrouvé, donc on a réouvert, mais leur timing, ils nous ont rouvert en juin, juillet, août, le pire trimestre pour les salles de sport, tu vois. Le pire. Donc moi, j'ai rouvert, véridique, avec creux de la vague, 50% des adhérents en moins, charge à 100%, et plus de trésor. Donc j'ai allé de mes fonds perso, tu vois. J'ai tout fait, hein. J'ai prêté tout mon matos à tous mes adhérents, j'ouvrais à l'extérieur, je sortais mes machines, j'arrivais le matin. Là aussi, tu vois que les gens, tu crois qu'il y en a beaucoup qui viennent t'aider à sortir ton matos? Non, ils viennent t'aider, ils viennent profiter quand tu sors ton matos. Avec du recul, mais ça paraît tellement incroyable cette époque. C'était il y a 3 ans, mais... Ah ouais, mais tu te demandes, c'est fou quoi. C'est dingue, hein. Je fais un coin extérieur, je loue un camion, je vais acheter une cage de cross-training extérieur pour mettre extérieur, pour pouvoir ouvrir en scred les faux certificats. Moi j'ai pris des amendes, j'ai pris des amendes parce que je suis resté ouvert et que j'ai pas voulu fermer. Les flics sont venus. Ah non, mais moi j'ai tout fait, tu vois, tout fait. Et toujours pareil, tout documenté, tout prouvé de A à Z, comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils nous font. Les taxes qui continuent à tomber, les impôts, les trucs. Tout, incroyable. Et en fait, tout ce déferlement de... ça m'a dégoûté, complet. Du coup, un jour, tu pètes un câble, tu te lèves, tu te dis... je vends et terminé, fin du match. Ciao, fini. En fait, tu peux pas entreprendre dans ce pays. Voilà comment t'es traité, avec combien on paye d'impôts quand t'es dans le creux comme moi. Je rappelle, on est vraiment les entrepreneurs du milieu. On est ceux qui payent, je pense, le max. Encore du petit milieu, quoi. Voilà. Donc du coup, très mal encore une fois conseillé par mon cabinet comptable qui a absolument rien fait pour me débloquer des aides. Qui a rien fait, tu vois. Ça mériterait presque qu'on les tacle et qu'on les... On peut les tacler. Dès que je me suis installé à Dubaï, ils m'ont viré. Les gars, voilà. Bande de branleurs. Voilà. Dès que je suis arrivé à Dubaï, ils m'ont envoyé un mail antidaté, 4 septembre, résiliation le 1er septembre, sans aucune raison apparente. On veut pas être associé à des gens qui habitent à Dubaï alors que ma société est française. De ma gueule. Je te jure, véridique, j'ai toujours les mails et tout. Incroyable ça. Ça, j'aurais pu les attaquer en justice et j'ai incroyable. Payé de ouf. Mais bon, quelle envie, fini, tu vois, plus la force de rien. Donc, qu'est-ce que ça peut leur foutre? Financement du terrorisme, c'est la politique. On peut pas être associé à des gens. Alors que j'ai aucune activité en rapport avec la France ici, j'avais ma salle comptable et salle en France. C'est grave l'image dont souffre Dubaï en vrai. Hein. On viendra un peu après sur Dubaï, mais c'est bien sûr, c'est incroyable. Donc du coup, tu vends tout pour combien? Pour rien. Je vends, je crois que c'est 100 000 les deux restants. Wow. Je revends tout mon matos de Home Gym, tu vois. Je perds pas des masses sur l'Home Gym. D'accord. Je perds pas des masses, je perds tous les travaux, je perds 20 ou 30K, tu vois, à peu près. Je perds pas des masses, je perds quand même, bien sûr. Tu perds. Après, c'est un préjudice moral de toute façon. C'est plus le préjudice moral. Au-delà du préjudice financier. Et les 2 salles, je crois, 100 les 2, une connerie comme ça, tu vois. Alors que... en théorie, c'est 350, 400 normalement. Pour l'anecdote, juste avant le Covid, un mois avant le Covid, j'ai un mec qui est venu me voir, un de mes adhérents qui avait plusieurs commerces sur Biscarros, du coup ce club-là. Ce club faisait 200 000 € de chiffre d'affaires, donc toujours avec un loyer de 2000 balles et un seul salarié, enfin bref, un truc de ouf. Me propose de me racheter au prix du bilan, donc c'était 200 ou 220 000, un mois avant le Covid. Je dis non, je suis au max, début, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux que je vende? Un mois plus tard, Covid, tu vois. Et je revends, celui-là, j'ai revendu 50 ou 40, 50, je crois. Sans les 2, ça a fait. Donc, si t'avais su, avec des si. Avec des si, tu vois. Mais ma soeur, elle en aurait une. Hein. Voilà, donc c'est pour te dire que, voilà. Donc, je vends vraiment à perte de ouf, en fait, tu vois, là. À perte. Et puis, toujours, alors aujourd'hui, ça fait 2 ans, et toujours en liquidation, et toujours les si, mis, les séquestres, l'argent bloqué. Enfin, moi, je touche rien sur mes clubs, c'est uniquement pour rembourser maintenant les créanciers, tu vois. Donc, Cauchemar. Covid pour moi, incroyable. Cauchemar. Complet. Donc là, on est en 2021. Ouais. Et donc, plus de source de revenus.
Bah non, l'argent de côté perso. Un petit peu. Ouais, encore. C'est pour ça que j'arrête les frais parce que du coup, j'y vais vraiment de ma personne et que je vais me retrouver vraiment sans rien à titre perso. T'avais une meuf à l'époque? Non, pas à l'époque. D'accord. Non, pas à l'époque. Donc. Et tes parents, c'est quoi là, t'es un loser, c'est comment les parents? Ah non, les parents Ils te soutiennent. Ouais, les parents toujours dans, tous les parents toujours bien. D'accord. Bien, tu fais ce que tu fais. Et toi, tu t'accuses le coup, Moi, c'est catastrophique. En fait, je me dis, t'es arrivé à un point où t'étais à ça de surfer sur une vague de ouf. Indécente, quoi. Ouf, un peu, tu vois. Ah, vraiment, de ouf. Non, là, c'est le coup d'arrêt complet. Non, franchement, ça descente aux enfers. Vraiment, je le dis. Tu passes par une phase un peu délicate, vraiment dépression dur. et tout. Non, peut-être pas dépression, ou en tout cas pas diagnostiqué. Par chance, j'avais quand même le home gym, tu vois, sur le deuxième confinement. Ça m'apportait tellement de bonheur, le partage avec les gens. Ouais, t'en es pas venu à perdre le goût de t'entraîner, de suivre ta diète. Pas du tout. Rien du tout. Non, toujours à fond de muscu. Moi, la muscu, c'est ma vie. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai démarré la muscu il y a 12 ans et que depuis ça drive en fait mon quotidien, tu vois. Donc non, moi la muscu, c'est. En fait, tu sais pas un gym de 70 000 € si t'es pas passionné de muscu à mort, tu vois. Donc, Et c'est une aparté, mais ça me fait penser, parce que j'ai fait un réel que j'ai envoyé à mon gars là, il y a pas longtemps. Et je trouve que les mecs qui font de la muscu, comme toi, comme moi, en fait, la muscu, c'est tellement ingrat et ça demande tellement de patience, parce que quand tu commences, je pense que c'est une surprise pour personne, mais les résultats, tu les vois pas. Tu les espères. Quand t'es nati, tu encore les moins. Attends, voilà, tu t'espères que tu vas ressembler à ça dans 3 mois, dans 6 mois. Ouais, putain. Et il se trouve que dans 6 mois, tu ressembles pas à ce que tu espérais, que tu te trouves. Et bref. Et en fait, cette journey, tu vois, comme on dit en anglais, elle est tellement transférable à l'entrepreneuriat, je trouve. Complètement. Et à se dire que en fait, tu t'investis sur toi, tu crois en toi, tu mises des billes en fait. Et tu comme tu le fais avec le fitness, voilà, et après tu travailles et tu continues, et le lendemain, quand t'as moins envie, tu te dis ouais, mais si j'ai moins envie et que j'arrête, c'est la discipline qui c'est terminé, voilà, c'est ça. Après, c'est ça. Et du coup, je pense que ça forge des caractères, et ça t'a peut-être aussi un peu maintenu la tête hors de l'eau. Franchement, heureusement qu'il y avait la muscu. Parce que voilà, il y a la muscu, donc tu dis ok, mon business est flingué, et c'est des fois ce que je dis aux gens sur les réseaux, c'est pas, par exemple, ta meuf s'est barrée, il y a un pan de ta vie qui s'effondre. Si à côté de ça, t'avais, je sais pas, t'étais entrepreneur ou que t'aimes la muscu, laisse pas les autres pans de ta vie s'effondrer parce que ta meuf s'est barrée. Ouais, c'est exactement ça. Si tu deviens une sous-merde et que t'arrêtes la muscu alors que que t'avais des objectifs, ça va pas faire revenir ta meuf, mais en même temps, t'auras un autre pan encore plus en bas. Encore plus sous l'eau, quoi. Non, faut se raccrocher au positif. Faut se raccrocher au positif. Faut vraiment se raccrocher au positif. Crois-moi que c'est dur quand tu financièrement et tout, tous les jours, déjà c'est au moins, moi je tournais quand même plusieurs milliers de clients, tu vois, sur les clubs, donc tous les jours c'était une résiliation, mais franchement tu l'apprends personnelle ta résiliation. Puis en plus quand c'est gentil ça va, mais une résiliation sur 2 ça se passe mal, ça se passe mal, c'est des reproches, les gens ils te chient à la gueule, tu vois. Ils peuvent avoir exploité ton club pendant 2 ans, ça a été le meilleur du monde, t'as été le meilleur gérant. Incroyable. Un gravier, t'es la pire des merdes. Je te jure. Incroyable. Et maintenant que j'y suis plus, vécu aussi. J'ai quelques échos maintenant que j'y suis plus, mais je me suis démerdé. Même ça, les gens le voient pas. C'est que moi, sur la situation de ma société, je m'en serais plus sorti si j'avais liquidé direct au lieu de vendre. J'avais plus d'argent en matos, etc., qu'en vendant au prix que j'ai vendu. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'avais fait ça, mes clubs ils existeraient plus aujourd'hui, et mes adhérents qui sont encore à l'heure d'aujourd'hui dans mes clubs, ils auraient plus eu leur club. Et même ça, les gens ils le voient pas, ils le comprennent pas, tu vois. Et aujourd'hui, quand je vois que j'ai voulu revenir sur mes clubs l'année dernière, et mon repreneur il m'a dit franchement ils veulent pas trop te voir les gens ici, tu vois, ils ont l'impression que tu les as un peu volé les sous et tout, tu vois. Franchement, déjà 2 choses, regarde. C'est un truc de ouf, quoi. On vit à Dubaï, combien on paye à Binous? On paye, je crois que c'est 1 000 € l'année. C'est 8 000. Non, tu rigoles ou quoi? Faut venir avec moi. Pourquoi? 1 000 € l'année. 4 000 dirhams. Tu te fous de ma gueule? Non, je te jure. Tu sais que moi, il se termine là fin octobre. Il vient avec moi, il se termine novembre aussi. J'ai regardé le truc là, je me dis, putain, les chiens, c'est 900. 1 000 € la première année, 1 000 € la deuxième. C'est faut négocier un peu. Ah ouais? On négocie ici. Non. Bref, mais oui, cher quand même. Enfin, et en fait, moi, je me souviens, mes premiers abonnements, c'était 39,90. Ouais, moi 29. Ah voilà. Mais j'avais l'impression des fois d'écouter des gens, ils te font un monologue de 10 minutes pour t'expliquer que les 39. Alors, effectivement, il y a des gens qui. Ah bah alors là, non, j'entends. Moi aussi, j'entends, mais. Ceux qui ont été vraiment dans. Et je te jure, c'est aparté aussi,
c'est ceux qui étaient le plus impactés financièrement par le Covid qui le soutenaient le plus. Parce qu'ils comprenaient, ils étaient dans la même situation. Ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, quand tu moi je prenais toujours le parallèle des opérateurs téléphoniques. Oui, tu téléphones pas, mais moi pareil. Hein, tu pars à l'étranger, je sais pas, tu es abonné chez SFR. Est-ce que tu appelles SFR États-Unis, pour résilier 2 semaines? Non. Ou Canal. Voilà, moi je sais que j'étais abonné Canal je le suis d'ailleurs toujours. Là, il y a des mois entiers où j'utilise pas mon canal, mon MyCanal, tu vois. Est-ce que je vais appeler Canal pour leur dire, ah les gars, au mois de juin, j'ai pas regardé Canal, comment on fait? C'est ça. Mais ils vont te dire, mais de quoi tu me parles? Alors, dans une partie de l'année, c'est bénéf pour les entreprises, mais d'une autre partie de l'année, il faudrait que les gens se mettent à la place et que là, quand il y a un problème, c'est pas pour rien. Les gens, ils se disent, ok, bah il abuse, il veut pas m'enlever mes 39. Mais est-ce que l'URSSAF enlève, le proprio enlève le loyer? Est-ce que non, en fait. Les gens, ils se rendent pas compte. Non, ils se rendent pas compte. Et moi, j'ai plus de pitié en vrai d'avoir été entrepreneur, d'avoir eu ma salle pendant 9 ans. J'ai plus de pitié avec les gens qui me tiennent des discours sur les patrons, c'est ces enculés de capitalistes et machin. Je comprends. Tant que t'as pas été dans ces baskets-là, tu peux pas savoir. En vrai, tu peux pas savoir. Tu vois, moi j'avais une Golf, une GTD, machin. Du jour où je me souviens que j'ai ramené ma GTD, mais j'entendais des trucs, mais ça y est, ça roule dans une caisse à 50 000, mais ça y est, il a changé, mais ça y est, il se goinfre. Non, je me goinfre pas. La caisse, le leasing, il est payé par la boîte. J'ai pas sorti 50 000 € de trésor pour acheter une voiture. Enfin, tu vois. Tous ces amalgames incroyables et dès que les gens ils voient que tu upgrades un peu ton niveau de vie, en tout cas moi je sais que je l'ai beaucoup vécu. Moi aussi je te rassure. C'est waouh, ah ok, ça y est, il se goinfre. Ah ouais, ok, ah bah viens, vas-y, on va se désabonner, on va aller ailleurs. Moi, l'OMG, je me suis dit, ça a été ça m'a tiré encore plus dedans de ce point de vue là, parce que les gens ils se disent, bah attends, le mec, nous on peut pas s'entraîner. Je faisais quand même venir les adhérents en scred dans ma salle, tu vois, en plus chez moi, tu vois, vraiment je prenais du temps parce que les gens qui gardaient leur abonnement, parce que je suis pas non plus complètement con, tu vois, mais je les faisais venir chez moi, tu vois. C'était pas un dû, c'était une faveur, une fleur que tu leur faisais, quoi. Voilà, mais tu te sens tellement en fait tout ce que tu parce que c'est ta famille un peu, tes adhérents, tout ce que tu peux mettre en place pour eux, garde l'abonnement, je suis près de matos, je les faisais venir chez moi, enfin donc j'ai tout fait pour essayer de faire jusqu'au bout, jusqu'au bout, et puis après, tu peux pas. Donc du coup tu bazarde et puis hop, besoin de renouveau en fait, besoin de partir quelque part, etc. Et pourquoi Dubaï du coup? 3 semaines, société, visa, bonjour. En fait c'est mais ça. Avec parce que t'aurais pu aller partout en Europe, t'aurais pu aller Bah non, c'est difficile de s'expatrier officiellement, de recréer une boîte et avoir un visa résident et tout. Et Dubaï, 3 semaines, tu fais un virement, ta société elle est créée, tu y vas, tampon, merci, bonjour. D'accord. C'est tout. Donc c'est ça qui t'a attiré. Tout simplement. Dit, ok, t'es binaire. Ouais, tout simplement. Moi, je suis plus Canada, États-Unis dans mon imaginaire. Je suis jamais allé, donc mais dans mon imaginaire, Canada muscu, États-Unis muscu. Je me suis dit putain, je vais aller là-bas. Canada, 2 ans d'attente. Non, là le restart de ma vie, c'est maintenant. Tu vois, il faut que je fasse un truc maintenant. Ouais, bien sûr. Dubaï, c'est pas une histoire d'impôts, de taxes. J'en ai rien à branler, tu vois. C'est une histoire de en 3 semaines, ta société elle est créée, t'as ton visa, tu peux venir. Vivre normalement, faire ta vie complète et travailler, t'as ta boîte. Tu peux du coup, parce que je pense que ça va intéresser les gens, ça synthétiser un petit peu de manière concise, ce qui veut dire la même chose, je suis désolé, synthétiser de manière concise. Voilà, je sais pas, un mec dans ta config, enfin pas un mec qui a eu des salles, etc., mais un gars qui vivote à Dijon, enfin qui vivote en France, pas pourquoi je dis Dijon, qui se dit ok, je vais aller vivre à Dubaï. Tu peux nous synthétiser un petit peu le process, bien A à sûr. Z, vas-y. Le process, c'est d'abord d'avoir l'argent de côté. Je pense qu'il faut pas venir sans argent de côté parce que tu sais pas si ton business il va décoller ici directement. T'arrives avec combien toi? Moi, franchement, je dis aux gens 25 000. D'accord. Je viens pour l'année 25 000, tu vois. Sur le compte? Ouais, sur le compte. Tranquille, quoi. Ouais, voilà, pour pas te prendre la tête, pas de pression, tu vois. Ou avoir un business récurrent en ligne qui tombe en fait tous les mois, tu vois. Pour moi, c'est soit tu as de l'argent de côté pour vivre un an, soit tu as un business en ligne, tu es coach en ligne pour le coup, parce que moi je sais, donc je suis en partenariat avec des gens qui créent des sociétés, tout le monde passe par moi et je les fais passer par des gens compétents pour créer des sociétés, pas des arnaqueurs de Dubaï, tu vois, compagnie, le cliché, des vrais gens. Et donc du coup j'en ai fait depuis que je suis là, j'en ai fait une quinzaine, une vingtaine de personnes qui m'ont rejoint, et en passant par la société avec qui je bosse pour créer des sociétés. T'es commissionné, j'imagine, pour ça. D'accord. Les gens le savent, il n'y a aucun tabou et compagnie, tu vois. Ok, d'accord. Mais c'est vrais gens vraiment calés, carrés. Donc là, s'il y a des gens qui veulent s'installer à Dubaï, qui regardent le podcast, ils t'écrivent sur tes réseaux, la Maison de la Masse. Je t'enverrai un lien si tu veux, le lien de la société qui s'en occupe. Après voilà, le devis est gratuit, tu parles, c'est des Français au bout du fil qui habitent ici depuis des années. Ils viennent de ta part, ils ont c'est ça, mais sur le lien, il
y a le serveur, lien. un truc, Ouais, c'est le traitement accéléré, si je dis pas de bêtises, devis gratuit, traitement accéléré. Ok. Voilà quoi. Après, dans les prix, c'est les prix des licences, donc ça, c'est gouvernement, c'est. Ok. Voilà. Ok, donc vas-y, explique un petit peu. Et donc, en gros, soit avoir de l'argent de côté, soit avoir un business qui tourne, qui te rapporte de l'argent récurrent. Et puis après, donc, tu payes ta boîte, tout simplement. Donc, c'est entre 7 et 10 000 euros. Je te dis, ça dépend du prix des licences. Donc, entre 7 et 10 000 euros, tu crées ta boîte. Et c'est tout après, en fait. Tu as ton visa, tu as ta société. Tu peux faire absolument après ce que tu veux une fois sur place, une fois que tu as ta société de créer. Ta licence à renouveler chaque année, faut pas oublier non plus. Pareil, entre 4 et 5 000 euros par an, une connerie comme ça. Et à côté de ça, bah voilà, il n'y a pas de taxes, rien, et tu fais ce que tu veux. Tu as la liberté de faire vraiment tous les business que tu veux. Avec quand même les mêmes trucs de code APE que la France. Enfin, ça s'appelle pas des codes APE, mais. Ouais, encore, c'est vague. Enfin, ouais, je pense à ça parce que j'ai un pote qui veut ouvrir. C'est très vague. Ouais, mais le cabinet avec lequel il bosse, ils l'ont vraiment cassé les couilles. Ouais. Sur. Bon, lui, il est dans le marketing et tout, et il voulait diversifier un peu. Je lui ai dit, ah non, mais si vous faites de le. Faut recréer une boîte, genre, ils l'ont dit. Ouais, non, en fait, il faut décliner l'équivalent des codes APE. Moi, je sais que j'ai 2 licences, je sais que j'ai 2 licences, mais c'est pas. Ça doit être 120 € le rajout de licence. Après, je pense que tant que tu brasses pas de manière indécente. C'est ça, ici, c'est très libre. Ils vont aller checker que tes 180 € que ton client t'a viré, c'est ça aussi. Non, rien, jamais. Moi, en 2 ans ici, absolument jamais. Jamais un contrôle, jamais un truc. Par la police, je me suis jamais fait contrôler sur la route ici aussi, tu vois. Donc, non, c'est assez libre. Tu fais vraiment ce que tu veux, c'est quand même. Un grand luxe ici de faire ce que tu veux. Donc ouais, pour les gens, c'est ça, c'est argent de côté ou alors business qui rentre. Et après, tu payes ta boîte et en frais, soit tu développes ici un truc ou en ligne ou autre, soit tu continues à faire ce que tu veux, tu vois. Moi, j'ai choisi de rester habiter ici parce que en plus, je tombe amoureux des salles, de tout, du lifestyle un petit peu. La propreté des rues, le service, le sport, franchement. Moi, c'est le service, enfin la qualité de service. C'est incroyable. Après, bien sûr, mais comment ils sont payés. Enfin, bref. Oui, voilà. Vois, les débats. Les mecs qui vont nous dire, ouais, mais c'est des esclaves. Voilà, toujours les débats. Sincèrement, et tu sais quoi, j'ai envie de faire un petit disclaimer. Donc, oui, les mecs, ils cravachent. Après, ils cravachent aussi parce qu'il y a le contexte météorologique qui fait affreusement chaud, mais c'est pas l'émir de Dubaï qui a décidé qu'il faisait 60 000 degrés, en fait. Et à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui fait un taf de labeur, vraiment un truc dur, jamais de plainte. Mais non. Mais jamais de plainte, en fait. Et t'as toujours là. En fait, pour les gens qui savent pas, à Dubaï, en gros, les gens qui font des travaux, enfin des boulots comme ça qui sont assez compliqués, ils travaillent 11 mois dans l'année en général, et ensuite ils ont 1 mois de vacances. Ouais, à peu près, c'est ça. Et la plupart, ils ont des enfants dans leur pays, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Inde. Faut dire, s'ils sont là, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a plus d'argent en fait en travaillant ici. Et en fait, moi qui suis père, je sais que quand je vois pas mon fils, ça me coûte, et je me dis, ces gens-là, et c'est des mamans aussi, tu vois, elles acceptent de pas avoir leur enfant pendant 10 mois, 11 mois, des fois pendant 2 ans, parce qu'ils veulent cumuler, avoir de l'argent pour améliorer leur qualité de vie au pays, quoi, en gros. Et en fait, ils sont jamais dans la plainte de dire, je sais pas, vas-y, ces enculés, ces trucs, enfin. Non, ici. Non, mais après, tu vas me dire, oui, mais on peut pas, parce que si on le fait, on va se faire jarter, on va se faire couper la langue, voilà. C'est le choc culturel de quand tu rentres en France, tu dépasses 35 heures et tu commences à râler auprès de ton patron. Et ici, en fait, peu importe, les gens, ils travaillent, il fait 60 degrés, ils travaillent 15 heures par jour. C'est ça. Ils sont quand même contents. Enfin, ils sont contents. On va pas non plus leur prêter des... Non, bien sûr que non. Mais ils font leur taf, ils prennent plus d'argent que dans leur pays, ils envoient l'argent à leur famille. Voilà. Et en France, t'as machin qui a mal au dos, un mal de dos fictif, t'as... Ouais, c'est ça, Bon, après, je vais éviter de me lancer là-dessus parce que je vais être trash, tu vois, mais... Mais en plus, ça va, c'est vrai que c'est un débat. Je suis en burn-out, et en fait, je me dis, mais les gens qui bossent 15 heures par jour, là, dans la construction à Dubaï, ils ont même pas l'opportunité de se demander s'ils sont en burn-out. Ils travaillent pas, ils sont pas payés. Ils travaillent pas, ils sont... Mais du coup... Mais nous, on est entrepreneurs. Donc, en fait, cette logique-là, pour nous, elle est un peu... Parce que quand tu es entrepreneur... En France, c'est pareil. Moi, j'avais pas d'assurance médicale ou gros. Ou alors, tu es très mal couvert comparé à ce que tu peux avoir. Sincèrement, sur les doigts de... Allez, si en 9 ans, je me suis absenté 6 fois de ma salle... Ouais, tu vois, voilà. Donc, nous, en fait, on a cette logique de... Voilà, alors qu'en 9 ans, t'es malade. Enfin, j'ai été malade en 9 ans. Mais tu te demandes pas si tu vas y aller. T'y vas, en fait. T'y vas. Si t'as pas 60 de fièvre, t'y vas. C'est exactement voilà, c'est tout. Oui, mais on a un métier facile, je travaille dans une salle de sport. Ouais, ça c'est vrai qu'on l'a entendu. Combien on l'a eu, ça? Ouais, c'est vrai qu'on l'a eu aussi.
Ce qui est en soi. Non, c'est pas que c'est juste qu'on avait fait le choix. C'est un choix. De vivre de notre passion. Tout est une histoire de choix. Mais c'est pas parce que tu vis de ta passion que tu fais quelque chose de facile. Ah non, croyez-moi que venez vivre ce que j'ai vécu pendant un an et demi là pendant le Covid. Quelqu'un qui est musicien depuis qu'il a 6 ans et qui a la chance de faire de la musique son métier, ça veut pas dire qu'il a un métier facile. Ça fait qu'il a fait 8 heures de piano par jour pendant X années. Voilà, et qu'il continue d'en faire 3 ou 4. C'est ça. Voilà. Donc bref, Dubaï. Ouais, depuis du coup. Je voulais avoir un peu ton avis, moi, sur le niveau de vie. Qu'est-ce que t'en penses Ouais, franchement. Est-ce que toi, déjà, tu t'y retrouves à titre perso? Ouais, moi, je m'y retrouve. Bah, après, encore une fois, ça dépend du niveau de vie de chacun. Hein, mais en soi, tu peux vivre décemment et plus que décemment. Souvent, moi, les gens, ils me demandent combien il faut pour pouvoir vivre à Dubaï par mois. Et moi, je dis sincèrement, si t'es tout seul. Ouais, si t'es tout seul. Moi, je dis 5000 en général. Bah, moi, 3, 4. Ça dépend où tu vis. Non, 3, je suis pas d'accord. Ça dépend où tu vis. Non, je suis pas d'accord. Ça dépend où tu vis. Tu vis où alors à Sharjah? Bah déjà franchement, on va voir un peu Sharjah, tu vois les apparts que t'as pour le loyer. Putain, ça donne envie. Non mais tu peux largement trouver un truc à 40 ou 50 000 dirhams, même à Dubaï. Ça fait 1000 euros par mois. Ouais. 1000 euros par mois, bah si tu gagnes 3-4, si t'as que 1000 euros de... Gros, les courses, tu les fais où tes courses? Carrefour. Carrefour, mais ça coûte, mais... Je sais pas, j'en ai... je sais pas... Pour moi tout seul, on va dire 100 euros par semaine, 150 euros par semaine. Moi j'en ai, on y va, allez. Donc pour mon fils, ma femme et moi, on y va à peu près tous les dimanches. Tous les dimanches aussi. 1200 dirhams à chaque fois. Ah ouais, t'es violente, mais tu manges beaucoup, moi je suis en diète. Non, je mange pas beaucoup. Non, gros, je te jure, je suis choqué. Ah non, moi je te jure, je suis à... Et on y allait avant-hier, elle me dit, ah vas-y, on était à Emirates Mall du coup. Elle me dit, vas-y, on va à Carrefour, il manque 2-3 trucs. 2-3 trucs, 978 dirhams. Non, c'est violent. Je dis, mais quel 2-3 trucs? Ah ouais. Non, je pense. Je te jure, je te filmerai, je ferai une semaine. Je crois que je l'avais fait il y a 2 ans quand je suis arrivé, je la referai. Et je suis, franchement, sans te mentir, avec les petites courses de rajout dans la semaine et tout, je sais pas, 150 euros par semaine, on va dire, à peu près. Moi, je suis à plus de 1000 euros de courses par mois, gros. Ouais, bah moi 600, 150 par semaine, on est pas non plus... je veux dire, je suis à plus de 1500 euros de courses par mois. Non, moi, beaucoup moins. Beaucoup moins. Et pourtant, c'est Carrefour, parce que pour les gens qui connaissent pas, t'as Spinès, t'as les épiceries t'as les trucs Waitrose un peu plus cher et tout ça, tu vois. J'y vais de temps en temps suivant où je suis. Carrefour, après, il y a les trucs vraiment low cost. J'ai jamais fait encore. Moi non plus, sincèrement, je fais pas. Mais Carrefour, non, je te jure. Hein. Franchement, allez, 600 euros par mois pour 4 semaines. Allez. 3000 euros. Minimum 3 millions. Minimum. Parce qu'après, ça dépend comme tu vis. Si t'es salarié. Après, les gens, je pense, les gens qui veulent s'installer à Dubaï, ils veulent vivre le Dubaï de. Ça dépend des vraiment de ta vie. Moi, je fais un resto par semaine quand je pars en prépa. Deliveroo, tu squattes pas Deliveroo? Enfin non, moi je cuisine à mort, tu vois, donc du coup je squatte pas Deliveroo. Les gars, je vous jure que Deliveroo à Dubaï. Ouais, bah là tu laisses vite ta carte bleue, je suis d'accord. Non mais mais au-delà du financier, le choix que t'as, gros, je te jure, mais absolument tout. Tu prends l'onglet genre dessert, c'est indécent. T'as 10 stores de waffles, de pancakes, de la food porn, mais indécente, tu vois, mais vraiment indécente, je trouve. De ouf. Ah, moi je suis d'accord. T'as tous les concepts. Ici, les gens ils font tous les concepts. Et c'est vrai que ça pousse à pas. Et moi, des fois, je me dis putain, mais 1500 balles de course plus Deliveroo. Des fois, t'as la flemme, tu prends les salades. En plus, c'est bien fait. C'est vrai que t'as les protes, machin, les calories. Grave. Non, c'est bien fait. Notamment Salata, moi j'aime bien. Je sais pas si tu connais. Salata, ouais. Quasiment une fois par semaine, tu vois. La Wolverine Salata, mais Dieu bénisse, tu vois. Mais ouais, c'est quoi, du coup, c'est 50 ou 70 dirhams la salade? C'est 78. 78, ah ouais, tu prends une grosse salade aussi. Mais t'es un gros mangeur, tu te rends pas compte. Selon combien tu manges. Ouais. Mais non, mais ouais, pour en revenir à ça, ça dépend vraiment du niveau de vie de chacun. Et ceux qui idéalisent la fast life ou qui suivent que des gens qui font que des restos de ouf et des boîtes de nuit et qui habitent dans des penthouses ou dans des villas, c'est sûr que c'est pas 3-4 000 euros. Tu vois. Non, ça. Mais moi, je pense que entre 3 et 4 000 pour une personne seule, pas gourmande en termes de localisation et tout d'appartement, je pense que tu peux vivre. Et ça dépend de ton niveau de vie. Go muscu, tu vois, moi j'ai des potes, je sais que leur vie c'est vraiment que la muscu, il n'y a même pas de resto, il n'y a rien. 3000 balles, un appart à 1000 balles, 50 mètres carrés, ça leur va, tu vois. Donc, c'est à partir de ces niveaux de revenus-là, je pense que tu peux venir vivre à Dubaï. Tu vois. Après, encore une fois, ça dépend. Je vais te dire, à quoi bon vivre à Dubaï si t'es short, par contre? Mais même si tu gagnes que 3000 balles par mois, putain, tu profites de la propreté, tu profites de pouvoir sortir la nuit tranquille, tu profites de laisser ta copine aller balader. Tu vois, non, tout ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment, c'est au-dessus, limite
de l'argent, en gros, tu vois. Non, bah Ça, en fait, c'est le package. C'est-à-dire que quand tu vis à Dubaï, tu te rends compte que. Non. Le soleil toute l'année, alors même il y a 3 mois qui sont horribles, il y a 3 mois qui sont durs. Il y a 3 mois qui sont le durs. soleil toute l'année, tu te poses pas la question, le soleil c'est directement corrélé avec mon humeur, je pense que c'est avec l'humeur de tout le monde, tu vois. Donc le soleil toute l'année, franchement la plage au bout de la rue quasiment sur toute la ville, la propreté, il y a des parcs un peu partout, les salles de sport de ouf, des restos de ouf quand tu veux sortir. Moi le plein d'essence, ça me fait kiffer, j'ai fait le plein là en Ah oui, 80 centimes, tu payes 30 € ton plein je crois, une connerie comme ça. Tu sors pas ton cul de la voiture. Ça c'est trop bien, tu vois. Tout le service, tout ce qui est service, c'est une fois que tu as goûté. Où que tu ailles, quoi que tu te fasses, quoi que tu demandes, et peu importe le niveau du service auquel tu. Je trouve que t'es bien servi. Non, c'est ouf. C'est pas, tu vas dans un magasin en France, tu t'essayes des fringues, tu demandes à la meuf le t-shirt, elle va soupirer, elle va dire. Mais... Y a pas de ça ici, y a pas de ça. Là, les malls, ils ferment à minuit. Ouais. À minuit moins 5. 2h du matin le week-end. Hein. Ouais, voilà. À minuit moins 5, t'essayes un t-shirt. C'est incroyable. T'auras le même service que si tu vas essayer ton t-shirt à 10h du matin. C'est complètement ouf. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Hein. Donc, moi, au-delà de l'argent, d'avoir cette qualité de vie-là, moi, je trouve ça. Je sais pas. Et après, depuis que je suis ici, je regarde pas les news locales. Je sais pas si toi, tu regardes les news locales, je sais pas. Je suis abonné sur Insta à Love in Dubai, mais non, là, c'est vrai que là, t'as que les trucs positifs généralement. Voilà, c'est que. Mais en fait, tu te rends compte que t'es dans une bulle en fait. Quand tu regardes la France, les actualités, mais c'est que de noir, c'est noir. Je me demande en fait, ta vie elle est noire. Ouais, non, les noirs, la vie en. Il y a des vols. La vie en Europe, je pense. C'est un truc de ouf. C'est une catastrophe, gros. C'est un truc de ouf. Ici, tu te rends compte que t'es vraiment dans une bulle complète, quoi. Et en fait, les gens, ils se rendent pas compte parce que moi, j'entends souvent des. Ouais, mais les meufs, ouais, mais ta femme, elle est obligée. Non, ma femme, gros, elle est en short, le petit short en jean, elle est en débardeur. Enfin, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de débat. Non, c'est vrai que c'est compliqué. J'arrive pas à trouver des points négatifs à Dubaï, sincèrement. Non plus, franchement. Je me vois pas. À part, franchement, si, quand même, le coût de la vie. Alors après, moi, j'ai de la chance de bien gagner ma vie. Je pense que toi aussi, tu vois, mais. Bah, je roule pas en lambeau, quoi. Tu vois, mais... Ah merde, moi, je roule en lambeau. Je viens de refaire le covering de la Ventador là, merde, tu vois. Ouais. Putain. Ah, désolé les gars, je voulais pas le dire. Chanceux le gars. Non, ça dit quoi? Ça va, ça dit quoi? Non, c'est pas vrai. Ouais, non, moi je dis 5000. Toi tu dis 3, moi je dis 5. Je reste sur mes 5. Non, je dis le minimum 3. 4, tu vois, bien. Moi je dis 5. 5 si t'es solo, 5 c'est bien. 5 t'es bien, tu peux... Les magasins sont plus chers, le shopping est un peu plus cher. Je pense que tu fais du shopping encore une fois. Hein. Ouais, mais tu fais du shopping. Non mais abuse pas non plus. Tu suces pas un os de poulet et tu mets pas le même t-shirt toute l'année. Partons sur 4. Comme ça, au moins. 5, moi, les gars, 5. 5. Bah, vous avez nos estimations. Moi, 3 minimum. Ouais, non, moi, c'est 5. Franchement, les gars, c'est 5. Et pour peu que. On sait jamais, mais tu tombes 3 000 €, donc 3 x 4, 12. Donc 12 000 dirhams, 3 000 € en salarié, avec une boîte qui te prend en charge ton appartement, voiture de fonction, mutuelle. Déjà, tu réfléchis. C'est 3 000 d'argent de poche, là. Ah ouais, parce que quand t'es salarié, quand t'es salarié ici, tu peux négocier l'école des gosses, tu peux négocier ton appartement. Non, mais moi je te parle en entrepreneur, en mec à son compte. Non, entrepreneur, voilà. Ouais, je sais même pas si je peux dire le prix de mon loyer parce que les gens. Franchement, il y a des Parisiens qui t'écoutent. Ouais. Moi, le mien, si tu veux, le mien. Non, mais moi je peux dire le mien. Non, mais je suis à 12 000 dirhams par mois. Enfin. Moi, 9, tu vois. À peu près, hein. Non, mais c'est des prix, tu vois, pour un 2 chambres. Et là, je regardais pour un 3 chambres. Combien de mètres carrés? 110. Va à Paris. Non, mais je sais, tu vois. Mais l'autre fois, je faisais le parallèle. Je me dis, qu'est-ce que je peux avoir pour ce prix-là à Dijon? Ah, bah là, t'as une villa, t'as un château. Je sais même pas si tu peux louer un truc pour 3 500 € à Dijon. Bah, t'achètes déjà le château. Ouais, voilà. Non, mais tu vois. Mais bien sûr. Et là, t'as un appart qui fait pas bander en vrai, tu vois. Et je regardais pour avoir des trucs avec. Parce que nous, on a pris un truc fourni. Enfin, avec Fully furnished. Voilà. Et je regardais pour me rapprocher un peu de Burj Khalifa. Ouais, le double presque. Hein. J'ai vu des 3 bedrooms, parce que l'idée c'était d'avoir un 3 bedrooms. À 400 000 dirhams? Non, à plus d'1 million de dirhams. Non, il y en a. Mais les trucs, voilà, corrects, elle était entre 450 et 600 000 dirhams. Ça fait entre 100 et 150 000 €. Pour vous donner un ordre d'idée, t'achètes un appart tous les mois en France. Ouais, non, mais c'est ça qui est ouf. Mais d'un autre côté, tu trouves beaucoup moins cher. Tu vraiment et en plus, faut payer en 2 fois. Tu donnes. Donc ça veut dire si tu prends un appart pour que les gens ils se rendent compte à 100K, enfin même s'il a 10K, peu importe, par an. Oui, généralement c'est de payer une fois à l'année ou 2 fois. Ou 2 fois, ça veut dire qu'il faut que tu arrives et ça, c'est les gens qui veulent s'installer à Dubaï. C'est pour ça que je parle des 25 000 de côté, c'est pour avoir vraiment l'argent de côté pour pouvoir. Ici, personne va te demander une feuille de paye ou va te péter les couilles avec voilà. Non, mais quel luxe.
Par contre, faut que tu aies l'oseille. Bon, si tu veux tel appart qui soit à 20 000 euros ou à 1 million d'euros, ouais, c'est ça. Pose la moitié et l'autre moitié le mois d'après. Là, moi, j'ai négocié. Je paye en 4 fois mon loyer. Et donc, du coup, il m'a rajouté 5000 dirhams, tu vois. Ok. Voilà. Ouais, mais c'est sur l'année, c'est propre. Ça fait quoi, complet. 1300 euros 1000, Non, un peu plus, c'est 25 000 euros, 100 000 dirhams. Tu m'as dit 5000 dirhams. Oui, en plus de mon loyer. Ouais, ok. Non, moi, je suis à 100 000 pour 85 mètres carrés. Ouais. Mais tu vas à Paris, ce que j'ai moi, là, que la piscine interminable, la salle de sport oui, de oui, ouf. Oui, puis non, puis Paris, du Burj Khalifa aussi. Non, mais je préfère me couper la tête. Mais ouais, mais c'est ça que les gens, il faut remettre dans un contexte. C'est qu'en fait, c'est pas du tout la ville la plus chère du monde. Hein, donc, du coup, comparé à Paris. Et quand bien même ça le serait, bon, ça ne l'est pas. Non, mais tous les à côté et tout. Voilà, la sécurité, la propreté. T'es un gosse, quel bonheur. Bon, après, là, je suis passé chez un nouveau loueur de voitures. C'est une appli, self-drive. J'ai Carasti, moi, pendant un an. Là. Ouais. Et l'autre fois, c'était il y a 2 jours, je vois un prélèvement de 600 dirhams qui passe comme ça. Caution Non, une amende. Ah, ouais. Ouais, mais le loueur précédent que j'avais, c'était une log de, je crois, 6 mois, j'ai loué la voiture. Ils m'ont donné la note à la fin, tu vois. Non, moi, là, c'est pas au mensuel aussi. Ils voient, tous les mois, ils checkent. Non, mais là, c'est même pas mensuel. Je lui dis, mais j'ai appelé, j'ai pété un câble. Je me dis, mais pourquoi 600 dirhams là, c'est quoi? Elle me dit, bah c'est une amende, un truc de ligne, vous avez doublé n'importe comment. Je dis, mais vous appelez pas les clients en fait. Je lui dis, vous débitez. Ouais, moi aussi, ça aussi. Moi aussi. Moi, en fait, je reçois un récap et en fait, dans ton récap de ta facture mensuelle. Mais j'ai pas de récap, gros. J'ai été débité comme ça, je sortais du taf. Carasti, tous les mois, je reçois. Nique ta race, moi 600 dirhams. Ma facture et donc je vais te prélever de temps. Et s'il y a une amende, c'était marqué amende de temps. C'est vrai que ça, c'est incroyable. En vrai, ça m'a énervé sur le coup, mais tu te dis. Non, c'est trop bien fait. Là, le leasing, moi, pour un an, la voiture, c'était incroyable. Donc là, j'ai fini, ils viennent la chercher chez toi. Du coup, ils viennent la récupérer chez toi. Ils l'amènent chez toi, ils viennent la récupérer chez toi. Mais c'est incroyable. J'avais mon T-Max que j'ai vendu là, révision. C'est Yamaha qui vient te le chercher chez toi. C'est fou. Hein. Il te le ramène chez toi. C'est fou. Tu vois. Non, mais c'est fou. En France, j'avais le même T-Max. Quand j'allais faire une révision, je devais y aller. Et pas de solution de retour. Je devais me démerder pour trouver quelqu'un qui devait me ramener parce que les taxis en France. Si t'habites pas à Paris ou Lyon, moi j'ai des bassins d'Arcachon, aucun taxi n'a voulu me prendre, tu vois. Pour rien que ça fait, il y a trop de petits trucs. Après, ton gamin et tout, s'il est malade, c'est 21h, tu veux un sirop pour la toux. Deliveroo, pharmacie, 15 minutes après, t'as un putain de sirop pour la toux. Ça, c'est ouf. Après, c'est incroyable. Je peux comprendre ceux qui aiment pas, c'est citadin, c'est compliqué, il fait chaud, il y a pas de. Voilà, c'est fake, le fameux argument. Non, c'est pas fake, ça veut rien dire. Je comprends. Non, mais moi, encore 2 minutes sur Dubaï, moi, je comprends pas non plus cet argument, perso. Enfin, c'est-à-dire si tu vis dans des grosses villes comme Paris, comme Londres, et que t'as de l'oseille et que tu sors dans les beaux restos, les machins. C'est fake pareil. Tu vas voir les mêmes gens avec les mêmes bagnoles. Bon, t'auras peut-être moins d'Aventador au mètre carré, mais encore qu'à Londres, non, je crois qu'il y en a à Londres, t'en as beaucoup. Hein. T'auras des mêmes meufs avec des sacs Hermès. Ah oui, c'est 100% d'accord. Donc, je comprends pas cet argument. Et toi comme moi, on vit à Dubaï, mais on mange pas chez Namos midi et soir. La grande ville, les voituriers. C'est une vie que tu peux avoir si t'as envie. Exactement. C'est le contraste d'ici, c'est que tu peux avoir vraiment la vie que tu veux limite. Voilà, tu peux vivre chiche. Bon, si tant est que 5000 euros, c'est chichement, ça ne l'est pas, je trouve. Mais, non. Mais non, ouais, Dubaï, je comprends pas, moi, ce côté de ces fakes. Souvent, ce qu'on dit, c'est mais il n'y a pas d'histoire à Dubaï. Ouais, c'est ça. Et ça me fait mourir de rire parce qu'en fait, les gens qui te disent ça, j'ai envie de leur dire attends, t'habites où à Bordeaux? T'as visité quoi à Bordeaux? Ou, attends, t'habites à Caen, mais t'as visité quoi? Tous les week-ends, tu vas au musée? Non, mais c'est. Personne fait ça. Souvent des arguments de. Et les Parisiens qui vont te dire ça, est-ce que tous les week-ends vous allez à Notre-Dame, vous allez au Louvre? Mais non, vous y allez jamais. Donc. Arrêtez de faire les mecs qui sont architecture, tu vois ce que je veux dire? Non, mais complètement d'accord. Ça m'insupporte en vrai. J'habiterais pas là si j'étais pas. Les gens qui te disent mais il y a pas d'histoire, il y a rien à visiter. En plus, bon, il y a des trucs à visiter. Bien sûr. Mais dans ta vie de tous les jours, quand t'es salarié et que t'as une vie de famille, est-ce que ta préoccupation principale c'est d'aller au musée? Exactement. Non, ouais, non, pas du tout, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Donc Dubaï, donc tu regrettes pas quoi. Validé. J'ai hâte de découvrir le reste du Middle East, tu vois. Là, je vais au Qatar le mois prochain, première fois, visiter chill aussi. Comme ça, pas de business. Non, salon de l'auto. J'aimerais bien aller en Arabie Saoudite. Ouais, j'aimerais bien aussi, ouais. Business aussi, j'aimerais beaucoup faire du business là-bas, rencontrer un peu des partenaires locaux, voir s'il y a des trucs à faire, tu vois. Là-bas, c'est. Pareil, encore une fois, c'est encore d'autres débats, encore de politique et compagnie. Là, tu vas te faire taper dessus, là. Mais en termes de business, ça arrose, quoi. Donc, il y a quelque chose à faire, peut-être. Abu Dhabi, j'aime beaucoup, je suis allé une fois.
Ouais, j'aime bien, moi. Je suis allé plein de fois, j'aime bien. Mais il y a tellement de choses à visiter dans les Émirats que j'avoue, en 2 ans, j'ai Abu rien Dhabi, fait, d'ailleurs, quoi. tu vois, il y a le Louvre à Abu Dhabi que j'ai visité l'année Moi, je l'ai dernière. fait aussi, bien sûr. Ouais. Il y a l'Oxygen Gym aussi, que j'ai pas encore fait. Mais... Ça, j'ai pas fait, non. J'aimerais bien faire le Mall Ferrari. J'ai fait. Ça vaut le coup ou pas? Ouais, franchement, ouais. C'est mignon. Ouais, ça va. Puis c'est pas cher en plus du tout. Ouais. 20 € l'entrée, je crois une connerie comme ça. C'est pas cher du tout. Il y a la mosquée aussi que j'aimerais voir. J'ai fait. Ok. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Il y a mes parents qui viennent bientôt et je l'ai fait de nuit. Eux, ouais. Okay. Je l'ai fait de nuit. Mais c'est splendide, quoi. C'est magnifique. Tu sais que j'ai pas fait Burj Khalifa depuis... Enfin, je l'ai fait il y a 7 ans quand j'étais venu. Tu l'as pas refait depuis? On devait le faire avec les parents de ma femme, mais elle a été malade, donc ça s'est pas fait. Je pense qu'on va le faire avec mes parents. Ouais, j'y retourne bientôt, mais j'attends que ça soit dégagé. Ouais. Parce que là, tu vois rien sinon. Ouais, c'est trop pollué. Ouais. L'humidité et tout. Donc, du coup, non, j'attends que ça se dégage un petit peu. Et je le referai. La vue est incroyable, quoi. Ouais. Bien haut, tu peux manger et tout. T'as un restaurant. Ouais, je sais. Bon, ça coûte une tonne, mais. Ouais, ou boire un coup. Oui, mais ouais, c'est une expérience à faire, je pense. Ouais, c'est une belle expérience. Ouais. Du coup, donc, tu es à Dubaï et je sais que tu as un projet professionnel que tu développes, puisqu'on a du coup un peu bossé ensemble dessus. Bon, ça, on n'a pas terminé. Donc, c'est une appli. Ouais, c'est ça, ouais. Que moi, je trouve, je le dis sincèrement, incroyablement bien pensé. Non, mais je te l'avais dit au début, quand on a mangé la première fois et tout, tu vois. Écoute, présente-la un petit peu. C'est l'instant pub. C'est l'instant pub. Tu me donneras l'oseille après, mais. Ouais, t'inquiète. Attends, mais j'ai plusieurs projets. D'ailleurs, pourquoi c'est pas toi qui sponsorise le podcast? J'ai pas d'oseille. Ah bah voilà. Mais j'ai parlé de tous mes projets pro et comme ça. Allez, vas-y. Donc l'application s'appelle Smart Sport Coaching, SSCA, c'est pour ça qu'il y a les abréviations. Et donc c'est une application de coaching à destination des professionnels, donc des coachs sportifs qui souhaitent coacher leurs clients en ligne, avoir une plateforme en fait de coaching, mais aussi donc des particuliers qui veulent utiliser tout simplement un format logbook, c'est-à-dire suivre leur perf, se faire leur propre programme. Donc c'est vraiment fait pour tout le monde. Mais la cible première, c'est gratuit donc pour les particuliers. Et donc, c'est payant pour les professionnels pour pouvoir coacher leurs clients en fait en ligne. Et dessus, c'est typique. Hein, tu peux rentrer tes clients et tu leur fais leur programme à distance. Tu peux leur écrire leur diète. Et tu suis leur perf parce que côté client, ils peuvent noter toutes leurs perfs aux exercices, enregistrer leurs vidéos d'exécution. Toi, tu peux checker les vidéos d'exécution à distance. Et puis voilà, en fait, c'est vraiment une appli de coaching. Avec, après le contenu, voilà, je suis à plus de 2000 exercices. Je me suis arrêté un petit peu en ce moment parce que le temps, il faut que je rajoute les filtres de recherche pour sélectionner, tu vois, pectoraux haltères. J'aurai que l'exercice de pectoraux fait aux haltères qui vont sortir. Ouais, toutes les vidéos, c'est la grande différence avec. De malade, quoi. Ouais, ça m'a pris 6 mois, c'est facile, tu vois. La grosse différence avec les applications de coaching déjà existantes, c'est ça, tu vois, c'est que moi, c'est vraiment personnalisé. Vous avez la vidéo faite par moi ou par des gens que j'ai pris mais que j'ai filmé avec mes exécutions, etc. en fonction de l'exercice en question. C'est pas juste un gif ou une photo. Le but, c'est d'avoir tous les exercices et toutes les machines référencées. Et c'est multisport, tu vois. Il y aura aussi pour les kinés. C'est ça qui est bien pensé, je trouve, parce qu'en général, les applis, t'as un catalogue de mouvements. Il y en a beaucoup des applis. Ouais, c'est ça, mais ils se font pas chier à faire comme moi. Mais toi, t'as les machines en plus. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour un mec qui est vraiment novice ou un mec qui est vraiment tourné sur l'exécution, etc. C'est de dire, ok, je suis dans un Basic Fit ou je suis dans un Amazonien, peu importe. Leg extension Matrix. Il y a la réponse, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a leg extension Matrix. Ton coach t'a mis leg extension Matrix, t'as un petit point d'interrogation, tu cliques, t'as la vidéo qui soit en plein écran portrait et tu vois en fait ta machine, comment elle fonctionne, quoi. Moi, c'était le parti pris, c'est ça. C'est vraiment de personnaliser l'expérience au max. Et voilà, ça fait 4-5 mois maintenant qu'elle est sortie. 1200 utilisateurs, ouais, donc c'est vraiment cool. Parce que moi, j'ai personne sur les réseaux, tu vois, donc j'ai pas fait de pub, pas de marketing. C'est vrai que ça m'avait un peu surpris, ouais, qu'avec aussi peu de com sur tes réseaux, tu t'arrives quand même à déjà avoir bouche à oreille, c'est que du bouche à oreille, en final. Après, quand les choses sont quali, ça va en général, vite, tu vois, l'appli, c'est encore une V1, tu vois, c'est encore une V1, 100% fonctionnelle, mais 100% quasiment, 100%, franchement, j'ai pas peur de le dire, sans bug pour une V1. Vraiment, ça a retardé la sortie de l'application parce que mon développeur, j'ai mis la pression pour que il faut pas de bug. C'est le principal truc, c'est quand tu ouvres un truc, ça bug tous les 3 clics. Insupportable. C'est insupportable. Tu fermes. Là, tu peux, que tu sois coach ou particulier, tu peux prendre ton appli, te faire ton programme, changer tes trucs, supprimer, revenir, noter. Et voilà, tu vois. Moi, j'ai fait toute ma prep dessus, j'ai tout documenté aussi, tu vois. Et tu as toutes tes données, voilà, ton poids, les heures de sommeil, tes mensurations, d'où tu veux. Tu peux poster tes photos.
Voilà, c'est toutes tes perfs, tu peux archiver tes programmes pour retrouver l'année d'après, les perfs que tu faisais l'année d'avant. Donc ouais, non, franchement, c'était un gros projet, ça m'a pris une bonne année. C'est le genre d'appli, enfin, je pense que c'est ton projet, si tu te dis ça va être acheté par... Il y a plusieurs sons de cloche en fait qui peuvent être entendus. C'est soit tu pousses le truc et juste tu cherches un rachat et voilà, ou soit tu capitalises dessus et tu gardes et puis voilà, tu vois, je sais pas encore, tu vois, là je suis plus dans une peut-être recherche d'investisseurs pour accélérer la com et le développement, tu vois. Mon dev, c'est un dev qui est en freelance à son compte, en ce moment les devs, les pauvres, enfin tant mieux pour eux. Poste à pourvoir ou pas là, parce que non, pas poste à pourvoir, mais non, mon dev pour l'instant je reste avec lui, mais je veux dire par là qu'il est overbooké quoi. Il est overbooké, tu vois. Et moi j'ai pas les moyens d'investir sur un dev, parce qu'un dev c'est entre 5 et 10 000 par mois je pense, tu vois. Pour avoir un dev à plein temps, c'est intouchable pour moi. Parce que l'application pour l'instant, donc elle est à 1 euro par mois. Je disais qu'elle était payante pour les coachs, mais elle est à 1 euro par mois pour les coachs. Les gars, c'est cadeau en vrai. SSC. Voilà, c'est ça pour l'instant. Apple SSC. Store ou Android. Apple Store ou Android. Franchement, les gars, 1 balle. C'est sans engagement, donc même si le jour où ça redevient payant, ça vous saoule, vous n'êtes pas obligé de prendre. Voilà, c'est vraiment, moi, le but, c'est d'avoir le plus de feedback possible, tu vois, pour améliorer encore plus l'outil. Et d'engranger des utilisateurs, tu vois, c'est comme tout, hein, comme toi pour des sponsors, pour des trucs ou quoi. Plus tu as d'utilisateurs, plus tu attires du monde potentiellement des investisseurs, tu vois. Donc sur ce projet, j'en suis là. C'est pour l'instant, ça tourne, ça bug pas. Mon dev, il bosse dessus quand il peut. La liste des updates, elle est interminable, tu vois. C'est vraiment. Donc tu vis pas de ça. Ah non, tu vis du coaching là pour l'instant. J'ai plusieurs activités en gros. J'ai un peu des clients en ligne. Je fais pas mal de consulting. Bon là, j'ai un gros projet, donc ça me prend pas mal de temps. En fait, moi, je suis consulting d'ouverture de salle de sport. Donc en gros, tu es créateur de salle de sport. Tu as envie d'ouvrir ta salle de sport et tu crois qu'il n'y a que les franchises qui peuvent t'ouvrir une salle de sport, alors pas du tout, tu vois. Donc moi en fait je me soustrais à la franchise ou à un réseau en général et je fais tout fort de ton expérience de exactement, X en fait. Club, X exactement. années. Et de ma perte avec le Covid et compagnie où c'est des leçons énormes, tu vois, parcours entrepreneurial. L'expérience, comme j'aime souvent le dire, génial, quoi, voilà. C'est le truc que tu peux pas acheter. Hein. Exactement. Donc moi de toute cette expérience là en fait, donc j'ai été beaucoup sollicité et ça a commencé pendant le Covid. Je l'ai pas fait, tu devrais faire des formations en ligne, etc. Tu vois. Je l'ai jamais fait. Peut-être qu'un jour je le ferai, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je le fais en one-to-one avec les gars. Tu vois. Donc en fait, tu es créateur de salle, tu veux monter ta salle de sport, donc tu m'envoies un message en gros et puis on échange. Et en fait, je te mène le projet du bout en bout. Et donc ça peut être soit sur des missions ponctuelles, c'est-à-dire moi j'ai un souci sur ça, quel est ton avis sur ça, quelle est la meilleure marque de machine pour mon activité, tiens le local, qu'est-ce que t'en penses. Donc c'est soit des missions ponctuelles, ou alors des gars qui sont déjà existants, mais boum, il y a un concurrent qui arrive, tiens qu'est-ce que je peux faire pour me concurrencer, qu'est-ce qui marche en ce moment, etc. Soit des missions ponctuelles, soit des projets complètement clés en main, comme là je suis en train de faire sur Narbonne, où là le gars il ouvre son projet, donc carte blanche en gros, moi je m'occupe de tout, c'est-à-dire on trouve les locaux, on décide ensemble de la politique tarifaire, on décide ensemble des activités qu'on va faire dans le club, on décide ensemble du matos qu'on va faire, donc après c'est moi qui prends tout le matos, et puis avec mes partenaires quand même que j'ai filé, tissé quelques liens au fil du temps, tu vois, avec les marques et compagnie, les devis pour le matos, et tout de A à Z en fait. Vraiment soustrait à la franchise, sauf que moi, une fois que ma prestation elle est payée, le gars il a plus rien à payer, quoi. Il n'y a plus de redevance, il n'y a plus rien, t'es 100% propriétaire de ton club et t'as choisi ce que t'as fait, quoi. Et tu prends en plus un peu d'apporteur d'affaires auprès des marques de matos. Ah bah écoute... Ça je sais, parce que moi je sais comment ça marche les gars. Ça tu n'allais pas le dire, hein, foiré. Bon écoute, faut bien gratter mon pas. Non mais bien sûr, c'est normal. Normal, bien sûr. Donc ça, grosse partie d'activité selon les créneaux, là, tu vois, je sais que, sur une ouverture de club, c'est long, c'est comme si je la faisais pour moi en gros, tu vois. Long. Et ça c'est ma passion. Ça c'est mon dada, tu vois. Moi ça c'est mon dada, c'est d'ouvrir des salles de sport, partir d'une feuille blanche d'un local vide et de réfléchir l'espace et de voir ce qu'on peut faire. En plus, moi, de mon temps à moi, ça a été assez facile. Je tournais sur des bons locaux. J'ai mis des bonnes machines, des bonnes activités, les bons prix, les bonnes horaires. Boum, ça a cartonné, tu vois. Mais aujourd'hui, si tu veux vraiment te démarquer, il faut que tu pousses le concept un peu plus loin, avec une belle déco, bien réfléchie. Les gens ils sont très marketing. De vestiaire, exactement. Service additionnel avec la diète. Voilà. Mais là, ça m'éclate, tu vois. On lui a réfléchi un resto, je lui ai réfléchi une gamme de compléments, une gamme de merchandising. Tu vois, on va travailler avec une architecte qui va lui faire des bons plans. Vraiment, ce genre de projet-là, moi, ça m'éclate. C'est vraiment... Mon dada, c'est ça, tu vois. Donc, coaching, consulting, et du coup, next projet, je sais pas si on en parle ici, ce sera première annonce. On en parle, bien sûr, on en parle, vas-y. Donc, projet, j'en ai parlé en plus la dernière fois à la salle, c'est donc de monter ma salle de sport à Dubaï. Voilà, ça c'est le prochain projet.
c'est couillu quand tu connais le nombre de le marché des salles de sport à Dubaï. Donc mais en fait ce qui m'a déclenché, donc ça fait moi depuis que je suis arrivé, je sais que je veux faire ça. Hein. Moi je sais que c'est ça, je veux faire une salle de sport à Dubaï, tu vois. Après avoir le concept, etc. Mais je sais depuis le début que je vais faire ça, tu vois. Ma première réflexion, ça a été, je vais attendre d'abord d'être à l'aise financièrement pour me relancer dans un projet comme ça, mais pour ne pas devoir en dépendre financièrement parlant, tu vois, à la base. Donc je voulais être tranquille et puis après me refaire un kiff, en fait, comme ma maison de la masse, me refaire un kiff de me refaire une salle. Et puis j'ai eu cette idée là il y a quelques mois, du coup, de putain, mais en fait, pourquoi ce que je fais là pour le consulting, pour les gars et tout, pourquoi je le refais pas moi, mais là je le documente en vidéo, tu vois. Et donc là, le projet, c'est ça. C'est pour l'instant, j'ai absolument rien sur mon projet perso et je démarre tout en documentant tout ça sur YouTube. C'est un tuto. Voilà, la seule différence, c'est qu'on est à Dubaï et pas en France. Il n'y a qu'une question d'administratif qui change un petit peu, tu vois, mais en gros, le process est le même. Et donc, en fait, je vais documenter tout ça. Chercher le concept, qu'est-ce que je fais comme salle de sport, est-ce que c'est un projet pilote pour pouvoir l'ouvrir dans plusieurs salles dans le monde entier, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que c'est une salle uniquement pour Dubaï, quel est le concept? Du concept va en découler les locaux, recherche de locaux, recherche des artisans, les plans, recherche du matos, le business plan, les devis. En gros, je vais tout documenter, tout ça. Tu m'as donné le vertige rien qu'en énumérant tout ce bordel, en vrai. Bah, c'est ce qu'on fait en fait quand on ouvre une salle de sport, tu vois. Oui, donc, mais en fait, toi, visiblement, ça t'a pas découragé? Non, moi, c'est ma passion. Moi, c'est la France qui m'a découragé. C'est pas l'entrepreneuriat. Tu vois, le side project, bon, j'ai l'application, mon consulting qui prend du temps. En fait, moi, je m'ennuie si je fais rien, vraiment. Alors peut-être que ça m'évite d'être à fond sur un seul et même projet, mais moi je vois des connexions un peu partout, tu vois. Je vois que ma salle, potentiellement, quand je vais faire des recherches de financement, parce que je pars avec pareil, pas d'argent à mettre dans cette salle, je vais vraiment essayer de partir de zéro et de trouver soit des partenaires, du financement peut-être participatif, faire travailler la communauté, des banques, j'en sais rien, tu vois. Vraiment, je pars de zéro, mais je me dis que peut-être que d'intégrer l'application dans ce projet-là, ça peut peut-être m'attirer plus d'investisseurs, ou dans ces cas-là, intéresser des investisseurs, tu vois. Donc en fait, tout est mêlé, en fait, toujours au milieu du sport et de la musculation, etc. Mais en gros, je mêle un peu tout, quoi. Ok, donc créer une salle à Dubaï. Voilà. Nouveau projet. Donc moi, je te dis, je vais faire l'annonce là fin septembre. Ouais, je pense que c'est à peu près le moment où sortira le podcast. Ça va être principalement YouTube. Et je vais essayer de faire du format court, un peu qui récapitule. Des réels, des shorts. Voilà. Et on en revient à ce que je disais au début de moi, ma personne, en fait, sur les réseaux. Je poste rien à part 3 stories de temps en temps. Ouais, en fait, il y a tellement plus de portée organique, je trouve, sur Instagram. Alors, c'est pas un truc de haineux. Sincèrement, réseau, non, sincèrement, il y en a une. Alors, franchement, avec les réels, il y en a une. Ah ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est un format que. Et du coup, franchement, il y en a une vraie. Mais en fait, il faut être dans la trend. Mais c'est ça, tu vois. À la virgule près, quoi. Moi, j'y suis pas. Je fais toujours les choses en décalé, tu vois. Ouais. Non, mais moi, je m'y suis mis là. Les gens, je pense maintenant qu'ils voient, tu vois. Depuis cet été, mon contenu a évolué. Mais il y a que depuis que j'édite mes réels, que je fais éditer mes réels avec les sous-titres. Bien sûr. Mais les hooks au départ, le dynamisme et tout. Et en fait, si tu fais pas ça, tu vois que ton audience, elle est 100% dans tes followers. Alors que là, quasiment tous mes réels que je sors quotidiennement, mon audience majoritaire, elle est hors follower. Ouais, je vois très bien. Et c'est là que tu te dis, ok, là, je suis de nouveau dans un cycle où je reprends des abonnés. Mais il faut se conformer au... Et moi, je suis anti-méta. Je suis anti-conformisme, tu vois. Ouais, mais bon. Donc ça me saoule, en fait. Ça me saoule de me dire, je dois faire ça. Bah, tu dois, parce que, mec, tu développes une appli. Je sais. Mais ton appli, il faut, entre guillemets, draguer les mecs qui potentiellement vont l'utiliser. Je sais. Mais en fait, je suis tellement dans une approche plus produit que marketing sur ma personne, tu vois, niveau personal branding et tout, j'en ai rien à foutre. J'ai un pote qui est spécialisé là-dedans, il me le dit aussi très bien. C'est ce qui marche aujourd'hui, c'est ça. C'est qui tes inspirations business, un petit peu? Moi, ça va être du grand cliché. Tu vois, j'ai lu les biographies de Musk, Bezos et Steve Jobs, tu vois. C'est du cliché, tu vois. On suit un petit peu les mêmes comptes, Hormozy, des trucs comme ça, tu vois. Mais je suis pas deep là-dedans. Et, tu vois, deep Hormozy. Voilà, je sais pas ce qu'il fait vraiment, tu vois. Je tombe sur ces 2 réels par jour qu'il fait à peu près, tu vois. J'en sais rien ce qu'il poste, mais de temps en temps, je le vois passer des trucs qui make sense pour moi, tu vois. Mais tu sais d'où il vient, tu sais son parcours. Même pas. Non, même pas trop. Mais non. Je te jure. Mec. Je te jure. Je suis pas gérant de salle de sport. Ah non, tu vois, je savais pas. Mais t'es pas sérieux? Non, je te jure. Je crois qu'il a vendu un strap pour le nez, des conneries comme ça. Non, il était gérant de salle de sport. Mais non, j'en savais rien du tout. Ah ouais? Non, je te jure. Il a eu 6 salles de sport qu'il a revendues. Ah ouais, bah.
Ah, tu savais pas? Non, c'est pour te dire à quel point je suis pas du tout. Et après, en fait, il avait développé un blueprint, je sais même pas la traduction en français, un genre de modèle économique un petit peu, qui vendait à qui vendait aux gérants de salles de sport un peu comme toi ou comme moi, indépendants, ouais, je vois. Pour développer le fichier client, oui, pour optimiser, voilà, tu vois. Ok. Et en fait, c'est vrai que ton parcours me fait penser à lui dans une éventuelle continuité. Tu vois, c'est marrant. Tu vois, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, que les gens me demandaient une formation. Ce que je fais dans le consulting, au final, c'est. Et moi, je t'avoue que c'est lui qui m'a motivé à me dire, ok, je vais step up sur ma com. Ouais. Maintenant, je savais pas du tout d'où il venait. Je me pencherai plus sur la question. Penche-toi sur je t'enverrai des vidéos et tout. Les gars, regardez Alex Hormozy, je vous en supplie. Un gars avec une barbe, toujours une chemise de bûcheron. Un mec solide, strap, souvent. Un truc sur le nez, un vrai physique. D'ailleurs, il a fait des. Bon, après, franchement, il est honnête. En plus, je kiffe. Tu vois, il a dit, je suis sous TRT. Bien sûr, mais ça se voit là, faut pas. Mais ça se voit, mais d'être mec, honnête, c'est. Mike Thurston, il dit qu'il est nati. Bon, Liver King aussi, c'est ça. Voilà, Liver King, il est nati. Ah, plus maintenant. Je sais pas si tu as vu les derniers posts. Il a redit qu'il était sous stéroïdes. Ouais. Et bref, donc Alex, voilà, donc. Donc ok, je suivrai ça. Ouais. Mais j'avoue que non, en termes d'un speed business, cliché de ouf. Cliché de ouf. Tu vois, moi, il y a peut-être des gens qui vont. Mais moi, un Logan Paul. Ah oui, ouais, je vois très bien. Alors, en fait, pareil, je suis pas deep. Ouais, t'es quand même au courant que le mec, c'est quand même le pinacle du divertissement, en fait, tu vois. Même son frère, les deux. Oui, même son frère. Non, mais Logan, c'est un step au-dessus, je trouve, avec Prime qu'il a développé. Non, mais là, c'est l'inondage. Qui a été décrié des milliers de fois sur YouTube comme étant une boisson, du coup, qui était vraiment pas healthy. Enfin, c'est pas des boissons healthy dans manière générale. Du marketing et tout ce qu'ils font, les mecs. Le mec, il est sponsor du Bayern, il est sponsor du Barça, il est sponsor de l'UFC, City, Haaland, l'UFC. Waouh, tu vois. C'est incroyable et de te dire que le mec, comme il le dit, un mec de l'Ohio qui a commencé dans sa chambre. Voilà, ouais, tu vois, qui a pété sur ça, je suis complètement respectueux de ce genre de parcours à fond. Incroyable, je trouve. Alors après, voilà, il est arrogant, il est ce qu'on veut. Bien sûr. Mais en vrai, quand t'accomplis des choses comme ça, déjà, t'as le droit d'être arrogant, je trouve. Je pense aussi. T'as le droit d'être arrogant, mon gars, tu vois. T'es un putain de wrestler de la WWE. Ouais, mais en plus, parce que non. Gros physique, non, mais en plus de ça, c'est que voilà, comme tu dis, maintenant c'est un catcheur, c'est un vrai. Enfin, je sais pas s'il est. Moi, je suis pas très catch et compagnie, mais c'est un vrai catcheur, quoi. C'est un vrai catcheur, gros. Et pour moi, le catch, c'est un vrai sport. Mais oui, c'est pour ça que je te dis, c'est-à-dire que je sais pas à quelle hauteur est la troisième corde. C'est incroyable. Mec, tu fais un putain de vol plané sur une table qui est 10 mètres plus bas avec un mec allongé. Ouais. Tu sautes d'un escabeau. C'est ça. Non, mais après. C'est un vrai sport. Même si, bien sûr, les puristes vont pas aimer, mais t'as boxé Mayweather, quoi. T'as boxé Mayweather. C'est un truc de Entertainment, il a fini le jeu. C'est un truc de ouf. Et son frère, il est en train de tout péter. Et son frère, c'est comme il le dit et comme l'a dit Mike Tyson, il est le visage de la boxe aujourd'hui. Et en plus de l'entertainment, il y a un vrai niveau. Il y a un vrai niveau. Alors oui, on lui a pas mis des grands champions, etc. encore, mais gros, vas-y, Tommy Fury, ça reste. Va te le taper. Moi qui ai fait un peu d'anglaise, je peux dire qu'il sait boxer. Va te le taper. Moi, c'est ça que je respecte, c'est qu'il y a un vrai niveau en plus de l'entertainment et du côté marketing c'est des génies, tu vois, même si je pense qu'ils sont bien sûr très très bien accompagnés, ils sont staffés maintenant, mais c'est incroyable, mais c'est que derrière il y a des vrais accomplissements, tu vois, sportifs ou autres, il y a des vrais trucs, quoi. Moi, ça je respecte. C'est incroyable. Donc c'est vrai que j'ai pas d'inspiration à proprement parler, mais par contre je respecte tout ce, en fait, les gens qui font des choses, typiquement voilà ce que tu veux faire sur ce podcast, les gens qui font des choses, en fait. Écoute, moi le podcast, Do It, tu vois, j'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle Do It Yourself. Pas pour faire de la pub pour les autres podcasts. Je connais pas. C'est vrai. Non, mais vas-y. Je sais même pas s'ils ont un format vidéo ou quoi, tu vois, mais Mathieu Stéphanie qui fait ça, un businessman, tu vois, qui a. En français. Ouais, français. Ok. Et pareil, il invite que des noms de tout et n'importe quoi. Ça peut être un cuisinier 5 étoiles. Bien sûr, mais l'inspiration, tu la puises. À des mecs qui ont fait des licornes, qui ont dépassé le milliard, parce que ça pas ce que c'est. À des meufs une influenceuse, il a fait venir, tu vois, pour parler vraiment de tout et n'importe quoi. Hyper intéressant, c'est le podcast qui dure 3 heures, c'est vraiment du format long, tu vois, c'est du format long. Bah nous, je pense qu'on va faire les 2 heures là. Je parle beaucoup. On y va. Non, mais c'est top. Franchement, moi je kiffe. Mais du coup, et je trouve ça hyper inspirant d'écouter ce genre de gars, voilà, et des réussites. Pour parler de ça, parce que c'est des gars qui font venir, c'est des parcours des gens. Je trouve ça ouf, quoi. Ouais, les parcours sont. Moi, c'est les parcours des gens qui m'inspirent. Les parcours sont inspirants. C'est pas tant j'ai pas de rôle modèle.
mis à part les grosses réussites, bien sûr, Elon Musk et Bezos, Amazon, c'est... Schwarzenegger. Ouais, bien sûr. C'est incroyable. On n'a pas parlé de ton... Et je voulais qu'on parle quand même un petit peu de ta pratique sportive à toi, parce que t'es quand même bodybuilder naturel. Ouais, bodybuilder naturel. Donc, pour ceux qui savent pas, donc c'est sans produits, sans stéro. Ouais. Et mes loisirs, tu vois, pas professionnel, donc c'est loisirs. Je pense qu'on mettra des photos pour les shorts, les réels et tout. On mettra des photos parce que t'as fait une belle sèche. Hein. Voilà, c'est pas mal. 12 semaines, je suis très content. Et prochaine compète, février, du coup. Ok. Ouais, une nouvelle date qui est tombée. Aux Émirats, du toujours coup, à Dubaï. Ouais. Donc, du coup, trop pratique. Ouais. J'en cherchais une fin d'année pour capitaliser sur le premier step physique que j'avais eu là et donc tirer la sèche un peu plus loin. Je me laissais 2 mois de stabilisation et repartir sur une cut, tu vois. Et finalement, bon putain, ça tombe en février. Donc, tu vas bulker un petit peu avant, du coup? Même pas, je stabilise bien, mais par contre, je poussais la sèche encore plus loin, tu vois. Moi, bodybuilding naturel, c'est la condition, tu vois. C'est qui prime avant le volume. T'es nati. Du coup, par exemple, s'il y a des gens qui voient tes photos, donc compète, qui se disent ah mais c'est un mytho. Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent vraiment te croire à 100%, que tu peux les regarder dans les yeux et leur dire je suis pas dopé? Non mais le rapport poids-taille peut-être sur les compétitions, donc moi je fais 1m69, 70 et à la pesée 68 kg. Généralement quand t'es franchement poids-taille équivalent, quand t'es à plus 10 en dessous du 10%. Voilà, et là je suis à moins que ma taille, donc en gros c'est déjà un très gros indicateur d'un physique naturel. Et pas sec, hein, donc vraiment écorché, je serais plus dans la catégorie du dessous, à savoir 65 kg. Alors, tu dis que là, quand t'étais sur scène là, il y a 2 semaines, t'étais pas sec? Non, j'étais pas écorché, j'étais sec, conditionné, mais j'étais pas écorché, tu vois, il me restait encore du gras en bas du dos, nous les mecs on stocke. Ouais, mais là on parle de standard de bodybuilding. Jamais je me mets en maillot de bain s'il dit que... Non, mais on parle de standard de compétition de bodybuilding, c'est pour ça, dans l'imaginaire collectif, bien sûr que... Mais il est où ton gras? Mais en fait, sur les standards de scène, et d'autant plus les derniers standards actuels, où maintenant il faut pousser ta sèche à avoir ces standards là, c'est quoi? C'est un coup de clambu, un truc ou non? Bah non, naturel, c'est non, t'as pas le droit à rien en fait. Et du coup, ça me fait un peu rire parce que tu partageais des stories les jours qui suivaient la compète où tu mettais les mecs qui avaient gagné dans ta KT dessus et tout. Je crois que tu avais même demandé à tes followers. Ah bah oui, selon... parce que là, là, on parle des professionnels. Moi, je fais à mon niveau, c'est amateur en gros. Hein. Je suis pas professionnel, c'est amateur. Et en fait, ces mecs-là, ils ont une carte pro. Tu vois, ils ont déjà gagné les shows que je fais moi en amateur. Et mais soit c'est l'élite génétique, tu vois. Là, le mec qui a gagné, tu peux pas savoir si. J'y crois pas en vrai. Bien sûr qu'il y a toujours des tricheurs, on est d'accord, on pourra jamais savoir. Même si eux, ils sont testés, tu vois, test urinaire obligatoire de chaque top 3. Les professionnels, ils sont testés aléatoirement dans l'année. Okay. Et en plus de ça, on doit faire un détecteur de mensonges à chaque compétition. Donc ça, bon, on y croit pas, mais détecteur de mensonges, ben bien sûr. Mais mec, j'ai vu ta story, je me suis dit... Ah oui, et donc là, cette année, moi, à Dubaï, donc la moitié de la team Iran, faut savoir que en Iran, certains stéros sont légaux, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Le monsieur Olympia actuel, il est iranien, tu vois, Adi Chopin. Et donc là-bas, c'est monnaie courante, en gros, tu vois. Et donc la moitié de l'équipe Iran qui sont venus participer s'est fait recaler au détecteur de mensonges. C'est un vrai mec. Vas-y, ça s'est passé comment le détecteur de mensonges? Mec, j'avais l'impression de tuer quelqu'un. C'est intimidant. En vrai, j'ai trop envie de savoir. C'est intimidant de ouf. Donc même si tu sais que t'as rien fait, que t'es clean à 100%, tout ce que tu veux. T'as l'impression que t'es coupable en vrai, non? Je te jure, j'ai le cœur qui bat. En fait, t'es attaché là, t'es attaché au ventre, t'as un brassard. C'est quoi, torse-poil? Non, quand même assis, tu dois pas bouger les pieds comme ça. La main posée là, c'était, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il t'analyse, il te fait un premier test à blanc, il te pose des questions. T'as l'impression vraiment d'avoir tué quelqu'un. Les gars, détecteur de mensonges. Un vrai test de polygraphe. Avant, pour savoir si t'es dopé. Ouais, exactement. Et il te pose des questions détournées. Et, comme à la CIA, quoi. C'est un mec du FBI qui vient de faire ça. Tu te fous de ma gueule. Non, sérieux. Un mec qui est... genre assermenté, quoi. Assermenté pour utiliser ça, voilà, qui a des techniques spéciales et tout. Et donc, ça dure quoi? Ça a duré une demi-heure, moi je trouvais ça... Il te pose quoi comme question? Genre, qu'est-ce que t'as pris? Est-ce que vous êtes chargé? Est-ce que vous avez touché? Il te parle un peu en mode, il te moleste un peu comme... Non, pas du tout. C'est un test d'entrée GIGN? Non, le ton doit être toujours bien, tu dois toujours regarder en face. Non, mais eux, est-ce qu'ils te parlent? Non, eux-mêmes, ils ont le même ton, etc., tu vois. Non, mais c'était ouf. Incroyable. Tu savais que t'allais avoir ça? Ah oui, obligatoire. Mais je savais pas à quoi m'attendre. Mais en fait, une fois que t'es assis, harnaché là et compagnie, limite t'as envie de dire oui, je suis chargé alors que tu ne l'es pas. Je te jure, c'est un truc de ouf. Incroyable. Ouais. C'est un truc de ouf. Donc je comprends qu'en plus, cette norme-là doit dissuader des gars qui se chargent vraiment, tu vois. À venir. Donc en vrai, c'est pour ça que ma fédération, c'est la meilleure, entre guillemets, quand t'es athlète naturel. Tu vois. Bon, pour avoir regardé déjà des vidéos d'espions ou de mecs comme ça, tu vois,
Ils le disent en fait, le détecteur de mensonges, tu peux vraiment être un gros mytho. Bah oui, tu peux le gruger de ouf, bien sûr, mais il faut s'y connaître. Non, mais ça demande. Voilà, tu peux le gruger, mais ça demande. Ouais, ça demande, je pense, un très gros. Non, mais moi, j'ai. Très grosse gestion émotionnelle, quoi. Un tribunal. Je me sens. Genre, tu transpirais et tout? Ah ouais, j'étais pas bien. Ah ouais? C'est vraiment intimidant. Genre, au point, tu penses qu'ils se sont dit, ils se foutent de notre gueule, Bah non, parce que il m'a dit, c'est tout le monde la même chose. Il m'a dit, t'en fais pas, c'est tout le monde la même chose. Et j'ai demandé après aux collègues et tout qui ont passé, ils me disaient, mais nous on a pensé pareil. Ben alors comment ils peuvent attester que du coup tes résultats en fait, sont parce pas... qu'ils doivent le voir en fait. En fait, si tu veux, je crois que c'est basé, on est d'accord, sur ta fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque. Je crois que c'est tes yeux s'ils bougent trop, si tes pieds bougent trop, t'as une caméra qui te fixe. D'accord. Ah ouais, non, mais c'est space, hein. Ok. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est vraiment une expérience. Pour une compète, bon, sans manquer de respect à la compète que non, t'as mais fait, mais moi c'est encore une fois vraiment loisir. C'est pas l'Arnold classique, voilà quoi. En bodybuilding naturel, t'as rien à gagner. Alors là, il commence à mettre des lots, tu vois. Celui qui a gagné, il a gagné 4 ou 5 000 euros, tu vois, le premier de la grosse catégorie. Bon, c'est pas négligeable, tu vois. Oui, non, c'est bien. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas Olympia, c'est pas. Ah non, c'est vraiment loisir. J'y vais et pour ça, moi. C'est quoi? C'est le code législatif des Émirats qui veut ça? C'est quoi? Ah non, pas du tout. C'est la fédération. Tu sais, en bodybuilding, c'est comme beaucoup de sports. Donc fait par fédération. fédés françaises? Non, la WNBF, quel que soit le pays, c'est leur standard. Polygraphe, donc détecteur de mensonges obligatoire, et test urinaire pour chaque top 3 de chaque catégorie. Je trouve. Voilà. C'est comme ça, c'est leur méthode pour éviter les triches au maximum. C'est stylé, mais c'est too much, je trouve. Bah ouais, mais comme je te dis, voilà, ça doit en dissuader certains, donc ça doit marcher, tu vois. Ouais. Même si le test en lui-même, tu peux pas le fiabiliser, enfin tu peux le gruger. Déjà, si ça en dissuade certains de venir foutre la merde et tirer contre... Bah, c'est relou, tu vois. Toi, tu donnes, mais moi, j'y vais pour moi. Je m'en tape de gagner. Je me bats, moi, VS moi, tu vois. J'ai pas de coach qui me prépare. Je fais tout moi-même. J'y vais vraiment pour moi. C'est un accomplissement personnel, tu vois. Mais quand t'as des gens qui viennent vraiment pour un résultat et tout, et tu tombes potentiellement sur un mec... Ils viennent pour le résultat, ils viennent pour la fame, enfin pour ce que ça va générer sur les réseaux et tout, quoi. Voilà, quand tu fais cette fédération-là, c'est avant tout pour toi, je pense. Et donc, ça doit être relou de tomber sur un mec qui est ultra chargé. Tu sais très bien que toi, t'as rien pris et le mec, il fait 10 kilos de plus que toi. T'en as vu des gars dans le vestiaire ou salle d'échauffement, tu t'es dit... non, mais ceux qui ont gagné, les pros, c'est un autre monde. S'ils sont vraiment natis, c'est là que tu vois que c'est le 0,01% de l'élite génétique, tu vois. Là, le mec a gagné, il fait 1m67. Je crois qu'il doit faire 80 kilos. Sec. C'est plus sec que 27 ans. Non, mais mec, écorché. Ah ouais. Monstrueux. Tu pourras mettre des photos au pire. Les gens se rendent compte. C'est monstrueux. Donc ça veut dire hors saison, il a 95, quoi. Il fait mon poids, quoi. Ouais, je sais même pas s'il est pas toujours. Oui, en étant toujours propre, tu vois. Non, soit l'élite génétique, soit oui, les mecs. Et toi, t'as envie de sauter le pas? Non, du dopage? Jamais. En fait, j'ai tellement envie de. Toujours en recherche de faire des choses et d'accomplissements. Moi, je veux pousser mon corps le plus loin possible de ce que je peux atteindre en termes de volume musculaire, sachant que j'ai envie de faire plein d'autres sports à côté derrière, tu vois, d'être vraiment complet. Le bodybuilding, ça reste quand même une base, et je veux voir ce que je peux faire à mort avec mon physique. Donc ça fait 12 ans que je m'entraîne, orienté bodybuilding avec des vraies connaissances, etc. On est plus sur les 7 ans, tu vois, déjà. Les 5 premières années, surtout à l'époque où tu n'avais pas de connaissances, c'était de la merde. Et je pense que, moi j'estime que jusqu'à facile 20-25 ans de training, t'as pas fait le tour, tu vois, de ton corps. Alors quand j'en vois au bout de 3 ans, mais moi j'ai atteint ma limite naturelle, je vais 3 fois par semaine à Basic Fit. Gros, dis-le tout de suite, t'as envie de te charger. Vas-y. T'es pressé, les réseaux sont matrixeurs de pensée de tout le monde. Fitness Park, tout le monde est chargé. Viens faire un an de hors-saison avec moi, tu vas voir que t'as pas fait le tour de ton potentiel génétique. Comme tu le disais pour ta salle, le document. Enfin, parce que moi, sincèrement. Ça me plairait de ouf. Si. Je pense tout pratiquant naturel, toi, moi, on a au fond de nous cette idée de se dire. Putain, à quoi je Moi, c'est pas à quoi je ressemblerais, c'est à combien j'aurais mon squat. Tu vois. Moi, sur ça, je suis aligné avec toi. Ça donne envie de savoir, et surtout moi, parce que je connais mon éthique de travail. Moi, ma diète, c'est calibré de ouf. Mes trainings. Chirurgien. Voilà, moi l'hypertrophie, voilà, je suis pas incollable. J'apprends tous les jours, mais je suis très très bon dans ce que je fais, tu vois. Donc je sais en fait ce que je mets en place. Et bien sûr, ça donne envie de voir ce que tu pourras avoir et si c'est vraiment game changer. Et je sais d'avance que oui, toutes les études scientifiques le montrent, c'est game changer. Mais j'aimerais tellement voir. Mais cette envie de tellement voir ne passera jamais. Jamais. Non, tu le sais. Non. La seule chose que peut-être je ferais, c'est peut-être à 45-50 ans une TRT avec un endocrinologue, tu vois. Oui, mais si ton taux est sous les 300, exactement, mais c'est tout, quoi. Non, sinon, non. Le jeu en vaut pas la chandelle.
Il y en a encore un qui est mort hier. Tout le monde a un prix. Il y en a encore un qui est mort hier. Ouais. Il est mort d'une dépression, mais bon, la dépression, c'est quand t'es dépressif sous stéro, t'es multidépressif, tu vois. Ça amplifie. Donc le mec, peut-être s'il était pas sous stéro, il se serait pas suicidé à 34 ans, tu vois. Est-ce que, je sais pas, moi, on te dit. Pour un prize money, je sais pas, on te dit pour 4 millions, Ah oui, j'y vais. Ah oui, voilà. Ah bah, bien sûr. Ouais, on est d'accord, parce que moi, je dis souvent la même chose quand on me dit les fighters, les mecs, les UFC. Bah, t'es malade. Je dis, mec, pour la ceinture UFC light heavyweight. Bien sûr. S'il y a 4 millions, 5 millions, mais on y va. Direct. C'est pas on y va parce que ça me fait rêver, c'est juste on y va parce que le mec en face, il va l'être. Et que mettre en jeu son intégrité physique quand tu commences à parler de millions. Ouais, mais derrière, t'as tout ce qu'il faut pour te remettre en bonne santé quand t'as 4 millions. Oui, alors après, sans savoir quand même comment ton corps va réagir, non, parce qu'on sait, le dopage. Ah non, mais c'est le roulette russe. Hein, enfin, au même titre que de l'aspirine, qu'un traitement première injection, autant tu développes un cancer, quoi. C'est exactement ça. Et après, moi, franchement, je sais que je suis un pussy pour ça, mais j'ai trop le. Moi aussi. Prise de sang, je tombe dans les pommes en plus. Ouais, tu m'avais dit. Bref, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc non, ça m'intéresse pas. Le seul truc qui m'intéresse, c'est je kifferais vraiment voir avec mon éthique de travail ce que ça peut faire. Et c'est pas un facteur limitant dans ton business, vu que t'as, je pense, une clientèle qui vient te voir pour ce développement body un peu? Non, parce que je fais pas bodybuilder finalement. D'accord. Je coach pas de bodybuilder. Okay. J'ai amené un gars sur scène, si, en body natty aussi, tu vois. Mais en fait, ça m'aurait plu. Hein. J'ai déjà vu plusieurs fois des annonces, mais j'ai jamais eu de contact où moi je voulais m'occuper d'un bodybuilder sur la partie uniquement training, pas sur la partie chimie parce que j'y connais absolument rien, tu vois. Ça me plairait, tu vois. Comme les sportifs de haut niveau qui ont plusieurs coachs, coach spécifiques. Hein, tu vois. Moi, j'aurais vraiment aimé faire ça. Bah, les mecs, ils s'en tapent un peu. Même si vraiment le smart training commence à être implanté chez les pros, jusqu'à présent, les mecs s'en battaient les couilles. C'est pousser n'importe comment. Tu sais que moi, depuis que je suis à Binous, enfin, j'ai jamais idéalisé les produits, mais en fait, bon, moi, vu que je baigne dans la culture plus de la performance que de la plastique, tu vois, des grosses barres, des gros trucs, je me suis toujours dit, putain, j'aurais vraiment pu avoir un DRM en squat à 2,50, tu vois. Ah, largement. Oui, mais en fait, plus je suis à Binous, plus ça me conforte dans l'idée que ça sert à rien de se doper en vrai. Quand ce qui te fait bander, c'est la perf, et là, l'autre fois, c'est ce que je te disais, là, tu me le défendais, mais je te dis, il y a un gars, sincèrement, un putain de X-Men, 120 kilos, mais vraiment, hein, affûté comme toi, t'étais en compète. Le mec, série 10 en squat à 60, mon gars, je te jure que à la 8ème, il était en grind, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Enfin, je le revois, tu me montreras. Mais en fait, je me dis à quel point tu peux t'en mettre dans le cul comme ça. Ouais. Et être weak à ce point-là, en fait. Ouais, et en fait, du coup, à chaque fois que je suis à Binous, je te jure, à chaque séance, ça me conforte dans l'idée de me dire je suis le plus skinny de la salle. Mais j'en pète à l'amende 97%. Ah oui, t'es un vrai sportif. Ouais, moi, je nous considère, les mecs qui font que full body, c'est un vrai sport, hein, parce que tout ce qu'il y a derrière, c'est un sport de ouf, tu vois, mais on est moins sportif, parce qu'il y a un aspect performance, mais qui est vachement subjectif, je trouve, comparé à d'autres sports, tu vois, où il y a vraiment une performance, tu vois. Ouais. Powerlifter, tu vois, c'est performance. Haltérophile, c'est je trouve ça, c'est moins subjectif, tu vois, que le bodybuilding. Ah bah le bodybuilding, c'est basé sur des critères esthétiques, donc même si t'as 15 juges, c'est basé sur 15 juges, quoi. D'une compète à l'autre, tout peut changer, tu vois. Ouais, c'est sûr. Alors que toi, t'as pas bougé, il y a juste les mecs en face qui ont bougé et les juges, tu vois, donc c'est vraiment le bodybuilding. Moi, je sais que je le prends avec un état d'esprit où je suis dégagé, quoi. J'y vais vraiment pour moi. C'est moi qui m'auto-juge et je me bats moi-même. Ouais, parce que t'es un esthète, je pense. Enfin, tu conçois ça comme un art. Voilà. Alors après, j'entends très bien ceux qui veulent en faire leur métier, qui sont pros, etc. Tu vois, pour moi, c'est vraiment notre philosophie du bodybuilding, tu vois. C'est vraiment pour ceux qui veulent se mettre, pas de pression, c'est y aller pour toi, tranquille, tu vois. Quand t'as pas envie d'en vivre et ouais, je vois. Voilà. Ok, je réfléchis parce que je vois que l'heure tourne et je sais qu'on va devoir rendre le studio pour rien cacher aux gens. Vas-y. Non, écoute, je suis en train de voir si j'ai manqué quelque chose que j'aurais aimé. Je pense qu'on aurait pu encore en parler. Je pense qu'on aurait pu. Rien ne dit qu'on fera pas un épisode 2 de toute façon. Bien sûr. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. Ouais, moi aussi. Ce que j'apprécie, c'est que t'es le même caméra que hors caméra. Bah ouais, on essaie. Hein. Ouais, mais ni dans le plus, ni dans le moins. T'es très à l'aise en plus. Je pense que les gens vont apprécier. Vraiment. Tant mieux, écoute, j'espère. Je trouve le parcours est sincèrement super inspirant, tu vois. Et comme m'a dit un pote il y a pas longtemps, parce qu'il a vu que du coup j'ai mis une story et tout, et puis il me dit mais t'as un pote à Dubaï maintenant. Parce que je suis un peu les gens disent je suis un peu un ours machin, que je matche jamais trop avec les gens, tu vois.
Et je dis, écoute, franchement, Aurélien, c'est un putain de bon gars, grave cool, super parcours. Enfin, vraiment, tu vois, j'ai vraiment bien accroché. C'est gentil, merci. Non, mais après, c'est juste un avis, tu vois. Mais qui est partagé, de toute façon, c'est pareil, ça se voit. Ça nécessite pas de merci, tu vois. Et, en tout cas, voilà, je suis super ravi d'avoir ouvert la saison 3 avec toi. Putain, moi, quel honneur. Non, je suis le premier sur Ça dit quoi, saison 3, quoi. Ouais, mais bon, le podcast n'est pas encore assez gros pour que ce soit un honneur, tu vois. Mais... Et quand tu reviendras dans 10 ans, peut-être, et que le truc Ouais, bah écoute, j'espère que dans 3 ans, il y a 250 épisodes. Et, voilà, non, mais bien sûr. Donc... du coup, si les gens ils veulent te connecter avec toi, comment ils font? Quelle plateforme? Quel Insta? Tu donnes, vas-y, donne ton Insta. Insta, la Maison de la Masse. Ça bouge pas. YouTube, la Maison de la Masse. Ok. Si besoin. Et puis voilà, c'est tout. Donc, si un mec il est là, il vient en vacances à Dubaï, il t'écrit, il veut un coaching, c'est faisable. Typiquement, voilà. C'est faisable, ok. Exactement, bien sûr. Un investisseur qui a envie d'investir sur moi et mes différents projets, avec plaisir aussi, tu vois. Ok. Non, les gars, le sponsoring du podcast avance un peu, s'il vous plaît. C'est pas les mêmes montants. Non, lui, c'est trop cher. Ok, donc voilà. Aurélien, coach à Dubaï. Coach multicasquette, quoi. Non, mais voilà. Multipreneur, on dit, ça fait bien. Multipreneur, j'ai jamais entendu. C'est un entrepreneur qui fait plusieurs choses, on appelle ça multipreneur. Ok, stylé. Encore en tout cas, merci. Merci à toi pour l'invitation, c'était génial. Voilà, j'espère que vous avez grave kiffé, les gars. Les filles, je n'exclus personne. Franchement, je compte sur vous, s'il vous plaît, likez en masse la vidéo, abonnez-vous, franchement abonnez-vous, parce que vous le savez, ça marche comme ça, YouTube, ça marche comme ça. Donc engagez, c'est-à-dire engagez, commentez, partagez, voilà, faites vivre la vidéo, même si vous êtes un putain de hater que vous me détestez. Tant mieux. Et mettez en commentaire que vous me détestez, voilà, partagez. Pareil pour moi, voilà. S'il y a des adhérents qui me détestent encore de mes clubs, dites que j'ai le pire podcast du monde si vous le pensez, mettez en story, mais au moins partagez, ça fait des vues. Et voilà, donc je sais pas quand l'épisode sortira, mais en tout cas, ils vont s'enchaîner. Il y a pas mal d'invités prévus. C'est le feu. Je suis trop content de reprendre. Ça se voit que t'aimes ça. Ouais, ça se voit. Franchement, voilà. Ça dit quoi, saison 3. Ça repart en direct de Dubaï dans un bête de studio. Et voilà, on va tout faire pour que le podcast il explose. Les gars, parfait. Ciao, à bientôt. Merci Aurel. Avec plaisir. Voilà. Ciao la team. Bye bye. Les gars.